Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire Accompagner les jeunes avec le service numérique EVA, co-organisé par l'École nationale de la PJJ et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Pour introduire ce webinaire sans plus attendre, je vais laisser la parole à Madame Julie Passier pour la PJJ qui va introduire voilà, cette rencontre de ce matin. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre accueil. Donc, je suis Julie Pasquier, rédactrice au Bureau des méthodes et de l'action éducative de la sous-direction des missions de protection judiciaire et d'éducation. La sous-direction donc, voulait simplement vous dire un petit mot ce matin pour vous signifier qu'elle s'associe pleinement à la démarche de formation de l'ONPJJ autour de l'outil EVA, puisque cette démarche relève d'un des axes du plan d'action national 2023-2027 pour l'insertion scolaire et professionnelle des jeunes suivis, et qui est de renforcer l'axe insertion dans les formations statutaires et les formations continues suivies par les professionnels et par les agents. Euh, Par ailleurs, au sein du bureau K2, la section parcours scolaire et insertion met à disposition des agents un certain nombre de ressources, qui sont notamment des informations relatives, qui peuvent être utiles relatives aux conventions nationales qui sont formalisées auprès des partenaires emblématiques de l'insertion, et également des outils pédagogiques. Tout cela via l'intranet. Par exemple, avec la NCLI, on envisage de créer un guide pédagogique, un guide thématique qui pourrait être utile au quotidien pour chacun, pour que chaque agent s'approprie ces ressources et les utilise dans les parcours d'insertion des jeunes. Voilà, donc je vous souhaite un très bon webinaire ce matin autour de l'outil EVA. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Hervé Fernandez, directeur de l'ANLCI, pour quelques mots également d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de pouvoir participer à l'ouverture de ce webinaire. Lorsqu'on a échangé avec Carole Nizan, la directrice, il y a quelques mois de cela, on s'est dit que ça pouvait être vraiment intéressant de proposer un espace de mise à disposition d'outils via le NPJJ. Je suis vraiment très heureux, voilà, que cette idée elle ait pu se concrétiser aujourd'hui. Je remercie les équipes de l'NPJJ, puis toute la ligne aussi de la PJJ d'avoir rendu possible cette organisation. Je salue aussi le travail qui a été réalisé par Martin, qui est chef de projet d'EVA. EVA, c'est un service qui est mis à votre disposition pour faire une première photographie des compétences de base qui sont déjà maîtrisées par les jeunes que vous pouvez accueillir. Au fond, pourquoi c'est important d'avoir cette photographie? On sait que dans notre pays, il y a encore beaucoup trop de personnes qui quittent l'école sans maîtriser la lecture, l'écriture, les compétences de base, y compris les compétences numériques, le calcul, et que cette situation, elle entame leur autonomie dans la vie quotidienne à l'âge adulte et elle les empêche, ces personnes, de continuer à se former, d'exercer librement une capacité d'action. Elles dépendent beaucoup de leur entourage. Et on a, dans notre pays, inventé ce terme d'illettrisme pour mettre en lumière une réalité qui est invisible. Cette réalité, elle n'a rien à voir avec la situation de personnes qui doivent apprendre notre langue, qui s'installent dans notre pays. Elle n'a rien à voir avec l'analphabétisme, vous le savez, qui concerne des personnes qui n'ont jamais été scolarisées du tout. Donc, toutes celles et tous ceux qui peuvent agir pour prévenir le problème, pour apporter des solutions aux plus jeunes, aux adultes. L'illettrisme a quelque chose à voir aussi avec le monde du travail, puisque la moitié des personnes qui sont confrontées à ces difficultés sont dans l'emploi. Tous ces partenaires se sont réunis, ont décidé de faire front commun et ont choisi de confier à une agence le soin de faire et de produire ce que chacun dans son domaine ne peut pas faire tout seul. Donc le rôle de l'agence que je dirige et qui est présente à vos côtés sur les territoires maintenant depuis 3 ans, c'est celui-là, c'est de mettre à disposition de la donnée, de l'information sur les besoins dans la population. Donc on a un observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme qui met à disposition les résultats des enquêtes qui sont conduites par l'INSEE. On sait dire, par exemple, qu'il y a 4% des adultes qui sont confrontés à l'illettrisme, c'est à peu près 1 500 000 personnes. On sait dire aussi que chaque année, il y a un peu plus de 35 000 jeunes qui sont détectés en situation d'illettrisme lors de la journée défense citoyenneté. Et vous êtes bien placé pour savoir aussi que les jeunes que vous accompagnez, pour certains d'entre eux,
se voient privés de cette première marche indispensable qui fait que c'est difficile de construire un projet, c'est difficile d'avancer si on ne maîtrise pas ce socle de compétences essentielles. Donc ça, c'est la première mission de l'agence, mettre de la lumière sur un phénomène invisible et puis objectiver sa présence avec de la donnée, des statistiques. On publie des dossiers qui permettent voilà, de bien avoir en tête l'ampleur des besoins pour amener de la mobilisation et de la mobilisation de crédit aussi et de moyens sur la lutte contre l'illettrisme. La deuxième mission de l'agence, elle s'exerce peut-être davantage sur les territoires. Elle vise à mieux coordonner, agencer les moyens qui peuvent être mobilisés pour qu'ils soient plus nombreux et qu'ils profitent aux personnes confrontées à l'illettrisme. Et puis la troisième mission consiste à mettre à disposition des outils. C'est le sens du service EVA que Martin va vous présenter. C'est un service auquel on est très attaché parce que d'abord, je le disais, il permet de proposer une photographie, il permet de nouer le dialogue avec les personnes qui bénéficient de l'évaluation, il permet de parler la même langue. Quand on parle de seuil de sortie d'illettrisme ou quand on parle de compétences évaluées, on a des repères et des référentiels qui sont derrière et qui permettent de construire solidement des parcours. Et puis, j'ai pu le constater au fil de mes déplacements, le service EVA permet aussi d'éviter des échecs, permet d'éviter d'envoyer à la catastrophe ou à l'échec des personnes qui ne maîtrisent pas des compétences de base suffisamment solidement pour réussir des formations techniques, des formations qualifiantes ou tout simplement le CACES lorsqu'il s'agit de conduire un chariot élevateur. Et donc, grâce à cette évaluation EVA, on arrive à prévenir des risques de rupture et d'échec et à bien orienter, à mieux orienter les personnes qui en bénéficient vers des solutions à leur portée. Alors là, je vous ai parlé d'un peu de notre organisation et je termine en vous disant que l'agence a fixé un cap. Ses membres, les membres fondateurs, la PJJ siège au sein de l'Assemblée générale du GIP. On est un groupement d'intérêt public avec d'autres ministères a fixé ce 3 décembre dernier un cap pour les années qui viennent, pour les 5 années qui viennent. Donc, on sait qu'on doit continuer à évaluer le problème grâce aux enquêtes. On sait aussi qu'on doit aller vers une forme de systématisation, en tout cas favoriser la systématisation de la détection, de la prise en charge des jeunes et des moins jeunes qui sont confrontés à ces difficultés. Pour les jeunes, ça reste une priorité qui est donnée à l'équipe de l'agence, hein, avec les territoires d'outre-mer, avec les quartiers couverts par la politique de la ville, avec des zones rurales, mais on sait que on a 3 fois plus de chances de risque d'être en situation d'illettrisme lorsqu'on grandit dans les régions d'outre-mer. Donc, il y a une priorité qui est donnée aux jeunes et à ces territoires. Et puis, on souhaite aussi, et les membres du GIP nous ont demandé d'accompagner la montée en compétences des acteurs, de mieux les outiller pour proposer des parcours de sortie de l'illettrisme de qualité. Donc, ça va faire partie des pistes de coopération avec vous pour les années qui viennent. On se réjouit beaucoup vraiment de cette coopération qui a été nouée avec les unités de la protection judiciaire de la jeunesse, les UAJ, sur les territoires. On a pu le mesurer avec aussi la mise en place d'un programme, la coopérative des solutions, qui a soutenu certaines UAJ dans la prise en charge, la façon d'accompagner les jeunes qui ont les plus graves difficultés vers la réussite. Donc, voilà, notre agence est présente sur les territoires et vous pouvez compter sur notre mobilisation à vos côtés pour voilà, vous accompagner dans la prise en charge des jeunes qui ont les plus grandes difficultés. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup Hervé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits mots sur l'organisation technique un petit peu de ce webinaire. Donc, vous n'avez pas accès au micro, aux caméras, on est vraiment sur un format webinaire. Par contre, n'hésitez pas vraiment à vous emparer de l'onglet chat, discussion, pour voilà, vous présenter, pour apporter éventuellement des compléments d'information. Vous avez un autre onglet questions et réponses. Je vous invite à plutôt privilégier cet onglet-là pour poser vos questions directement, comme ça on pourra y répondre. Je suis aujourd'hui accompagné de Aude Bolâtre de l'ENPJJ qui va m'assister sur la partie modération voilà, de ce webinaire. Et puis nous avons été rejoints par Madame Gayen Guedi qui témoignera aussi de son utilisation du service EVA. En deuxième partie de webinaire, nous aurons deux témoignages, un autre témoignage enregistré de Marianne Darchen également. Mais pour le moment, nous allons voilà, nous intéresser
au service EVA, faire un bref rappel sur voilà, quelques définitions en lien avec les thématiques illettrisme, numérisme. Et puis, je vous proposerai voilà, au cours de ce webinaire également d'aller prendre la main directement. Un peu d'interaction voilà, ne nuira pas à ce webinaire. Vous pourrez prendre la main directement sur l'outil, tester éventuellement quelques modules pour découvrir ce service EVA. Je le disais, quelques rappels de définition pour commencer. Illettrisme, numérisme, électronisme. Alors pour certains d'entre vous, voilà, on sera vraiment sur des rappels, des choses que vous maîtrisez déjà. Ces trois termes désignent les situations de personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment certaines compétences de base pour accéder à l'autonomie dans les situations simples de la vie quotidienne. Quand vous entendez ces termes, on considère qu'on est sur des graves difficultés, des difficultés sévères avec les compétences de base. Illettrisme, on va utiliser ce terme pour ce qui concerne les compétences langagières, lecture, compréhension écrite, production écrite. Euh, Innumérisme, on va être sur les compétences mathématiques et cognitives, le raisonnement, les opérations, la situation dans l'espace, dans le temps. Et puis électronisme, on va être vraiment sur les compétences numériques et digitales, la maîtrise de l'outil numérique, la connaissance également des fonctionnalités, des logiciels dans le monde numérique. Parfois, on regroupe sous le terme illettrisme à la fois illettrisme et innumérisme, voilà, pour faire un raccourci. Mais nous avons ces trois termes qui permettent de bien préciser les choses. Deux autres situations à connaître. Et pour identifier et bien séparer ces différentes situations, vous pouvez vous poser la question, est-ce que la personne dont je parle a été scolarisée? Si elle n'a pas été scolarisée, on est sur des situations d'analphabétisme, pas scolarisée ou très peu scolarisée. Donc, une première identification d'une situation en particulier, une personne qui n'est jamais allée à l'école ou très très peu et qui doit vraiment apprendre les compétences de base. Si la personne a été scolarisée, est-ce que la scolarité a été effectuée en France, en langue française? Sinon, on est sur une situation de français langue étrangère. Ce sont des personnes allophones qui doivent apprendre le français comme une langue étrangère, comme si vous et moi deviez apprendre voilà, une langue qu'on ne maîtrise pas, l'espagnol, le japonais, le russe. On est sur des situations différentes de l'analphabétisme parce que ces personnes peuvent et souvent ont été scolarisées dans leur langue et maîtrisent leur langue. Si la personne a été scolarisée et qu'elle a été scolarisée en français, en France, mais qu'elle ne maîtrise pas suffisamment les compétences de base, on est sur des situations d'illettrisme ou d'innumérisme. Pourquoi on sépare ces trois situations? Parce que la solution à proposer derrière à ces personnes ne sera pas la même. On ne va pas proposer la même chose à une personne qui doit apprendre une langue pour la première fois, et on ne proposera pas la même chose à une personne qui est passée par le système scolaire, qui a pu avoir une scolarité un peu accidentée, qui en tout cas n'a pas consolidé suffisamment ses compétences pour être autonome. En France, il y a un certain tabou qui entoure ces problématiques d'illettrisme, d'innumérisme, étant donné que la scolarité est obligatoire, qu'on est censé, avec des gros guillemets, maîtriser les compétences de base en sortant de l'école. Euh, voilà, la situation, les solutions ne seront pas les mêmes pour les personnes en situation d'illettrisme. Le rapport à l'apprentissage est différent. Donc voilà pour ce rappel rapide sur ces différentes situations. Quand on parle de situation d'illettrisme ou d'innumérisme, qu'est-ce que ça implique dans la vie quotidienne? Ce sont des situations qui ont des impacts, des répercussions vraiment importantes sur la vie personnelle, sur la vie professionnelle. Vous avez ici quelques exemples euh, voilà, de choses que les personnes en situation d'illettrisme ou d'innumérisme ne peuvent pas faire ou ont des difficultés à faire. Voilà, ça peut aller de ne pas pouvoir prendre connaissance d'une notice de médicament et donc ne pas pouvoir euh, voilà, suivre un traitement, ne pas pouvoir prendre connaissance d'une consigne de sécurité, une nouvelle machine qui arrive voilà, sur un lieu de travail. Euh, et puis, voilà, tout un tas de situations où ces compétences de base qui ne sont pas suffisamment maîtrisées vont être des freins pour accéder aux droits, pour accéder voilà, aux services
Donc on est vraiment sur des situations importantes. Très rapidement sur les chiffres. Donc une nouvelle enquête de l'INSEE voilà, a été menée entre 2022 et 2023. Nous avons des résultats aujourd'hui et des chiffres actualisés sur le phénomène de l'illettrisme. C'est un phénomène qui concerne 4% de la population française, 1,5 million personnes qui sont concernées par des situations d'illettrisme. Sur les compétences de base, de façon générale, 10% de la population, 700 millions, 700 000 personnes sont concernées par des difficultés avec les compétences de base. Sur l'innumérisme, on est à 9%. Donc on n'est pas voilà, sur une niche, on est sur un vrai problème qui est répandu dans notre société et qui impacte, on l'a vu, fortement la vie des personnes. Avec cette enquête de l'INSEE, on a des chiffres actualisés, on a aussi des données très intéressantes sur voilà, la situation de ces personnes, euh, la répartition de ces difficultés en fonction du sexe, en fonction de l'âge, de la situation géographique. On constate que pour une personne sur deux en forte difficulté à plus de 45 ans. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas touchés. L'enquête de l'INSEE s'intéressait à un échantillon à partir de 18 ans. Donc les personnes mineures ne font pas partie de cette enquête. Mais par contre, nous avons des chiffres qui viennent des journées défense et citoyenneté qui sont organisées chaque année et qui, là, s'intéressent vraiment aux jeunes. Et les chiffres, voilà, issus de ces JDC nous disent que 11%, plus de 11%, presque 12% des jeunes qui participent au JDC rencontrent des difficultés dans le domaine de la lecture. Donc, un jeune sur 20 aujourd'hui peut être considéré en situation d'illettrisme. Là, on est sur les chiffres de la JDC de 2023. Donc voilà pour ce rappel sur les chiffres. Je vois qu'il y a déjà des questions. Je vous remercie. On y répondra au fil de l'eau voilà, quand ça concernera un des points que j'aborderai. Simplement, je vois une question sur le support de présentation. Nous pourrons vous l'envoyer à l'issue du webinaire ainsi que le lien pour l'enregistrement de ce webinaire, puisque ce webinaire est enregistré. Passons au service EVA. Alors, de quoi s'agit-il? EVA, c'est un service public numérique. C'est comme ça qu'on aime le présenter à la NLCI. C'est un service public numérique porté par l'agence. Euh, un service qui est né dans le cadre du programme des startups d'État, dont vous avez sans doute entendu parler, donc programme porté par beta.gouv et la direction interministérielle du numérique. C'est un service qui a été financé à l'origine par le ministère du Travail, qui aujourd'hui encore bénéficie des fonds du ministère du Travail, puisque le ministère du Travail et notre ministère de tutelle à la NLCI est le Ouais, plus c'est quelque gros chose. Ok. contributeur. Alors, excusez-moi, je coupe juste un micro. Donc voilà, c'est une start-up d'État à l'origine, et puis en 2021, le service a été transféré au sein de l'ANLCI. Et depuis 2021, voilà, c'est nous qui assurons l'exploitation de ce service, son amélioration continue. À noter que c'est un service mis à disposition gratuitement. On a gardé cette philosophie un peu du programme des startups d'État de maintenir le service en open source, c'est-à-dire que le code du logiciel est publié sur Internet et peut être consulté, peut être éprouvé par toute personne qui souhaiterait voilà, consulter le code source. Et puis, c'est un service en amélioration continue, j'y reviendrai un peu plus tard. À quoi ça sert, Eva? Il va y avoir deux grands volets avec ce service. Un premier volet qui va être vraiment sur l'évaluation de la maîtrise des compétences de base. On va repérer, on va objectiver les besoins, on va faire le point sur ce qui est maîtrisé, ce qui n'est pas maîtrisé et qui a besoin d'être consolidé. Donc voilà, ça c'est vraiment un premier axe, une première destination pour ce service EVA. Et puis, il y a un deuxième volet qui est tout aussi important et qui va être de redonner confiance aux personnes, de valoriser ces personnes, les personnes en difficulté avec les compétences de base, en situation d'illettrisme,
ont parfois tendance à se déprécier, à avoir voilà, une vision d'elles-mêmes qui est un peu le reflet de ce tabou dont je parlais tout à l'heure dans la société française, à se dire qu'elles sont voilà, bonnes à rien parce qu'elles ont des difficultés avec la lecture et la compréhension. Ce n'est pas vrai. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de travailler un petit peu avec ce service EVA. Donc il y a dans EVA une dimension vraiment de valorisation, de remise en confiance. Et pour ça, on utilise les compétences transversales, les compétences professionnelles, qui vont dédramatiser un petit peu justement d'éventuels diagnostics sur des difficultés avec les compétences de base. Donc ça, ce sont un peu les deux grands axes d'EVA. Mais ce service, on cherche à en faire vraiment un service qui accompagne tout au long du parcours les personnes en difficulté avec les compétences de base, depuis un premier repérage, un diagnostic initial en tout début d'accompagnement par une mission locale, par une structure de l'insertion, et puis un positionnement plus complet sur la maîtrise des compétences, qu'est-ce qu'il faut consolider, quels objectifs pédagogiques on peut se fixer. Et là, ça passe par du positionnement avancé, c'est un autre type de parcours qui est disponible dans EVA. On ambitionne également de faire d'EVA un service qui permette d'évaluer les progrès, de faire du test en entrée et du retest en sortie pour voir justement la marge de progression des personnes. Et puis plus généralement, c'est un outil voilà, qui permet de transmettre de l'information, d'avoir une information unifiée, harmonisée entre les différentes structures qui vont assurer l'accompagnement des personnes, qui vont se passer le relais de l'accompagnement des personnes en difficulté. Donc vous avez ici une vision un petit peu macro de ce service EVA. Quand on a récupéré Eva, on avait déjà un outil qui s'appelle EvaCob, dont vous avez peut-être entendu parler. EvaCob aujourd'hui n'est plus disponible, mais nous avons récupéré tous les contenus d'EvaCob pour les mettre à disposition dans Eva. EvaCob était plutôt sur du positionnement avancé, et maintenant dans Eva, vous avez à la fois les fonctionnalités un petit peu natives du service Eva, diagnostic, valorisation des compétences transversales, et puis positionnement avancé, test, retest, tout ça au même endroit. Donc, je l'ai dit, quelques mots sur l'intérêt de ce service, en tout cas ce que nous défendons. C'est déjà un service gratuit, je le redis, qu'on met à disposition vraiment de toutes celles, tous ceux qui souhaitent voilà, proposer des diagnostics, des repérages de difficultés avec les compétences de base. C'est aussi un outil en amélioration continue en fonction des retours du terrain, des professionnels qui utilisent l'outil. On essaye de prioriser des évolutions fonctionnelles dans ce service pour qu'il soit développé vraiment voilà, en lien avec le terrain, qu'il ne soit pas un outil hors sol voilà, qui cesserait d'être utilisé parce qu'on a imaginé telle fonctionnalité voilà, au siège de la NLCI, mais que ça ne répond pas à un besoin du terrain. Donc, on est preneur vraiment de tous les retours que vous pourrez nous faire. On aura la chance tout à l'heure d'avoir plusieurs retours de collègues à vous en UEAJ qui nous parleront un petit peu de leur mobilisation du service EVA. Mais vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous faire part de vos retours, à nous proposer des idées d'amélioration, etc. Une mise en œuvre facilitée, c'est un service qui ne nécessite pas pour les bénéficiaires de se créer un compte personnel. On s'est dit, les personnes en difficulté avec les compétences de base, déjà, parfois, ne serait-ce que se créer un compte, avoir une adresse mail qui fonctionne, valider son adresse mail, etc. Voilà, c'est tout un tas de freins qui bloquaient un petit peu l'accès au service. Donc, pour les bénéficiaires, ceux qui passent l'évaluation, il n'est pas nécessaire de se créer un compte. La mise en œuvre est donc plus simple pour les professionnels qui, eux, par contre, ont besoin d'un compte pro. On va proposer dans EVA une méthode d'évaluation ludique. Je l'ai dit, les personnes en situation d'illettrisme ou d'innumérisme peuvent avoir eu une scolarité un petit peu chaotique, accidentée, peuvent avoir un rapport à l'école un peu compliqué. Donc on essaye de se décoller le plus possible d'une situation d'évaluation scolaire. Et donc on va proposer des modules d'évaluation, de diagnostic, qui s'inspirent des jeux vidéo. On est sur du jeu sérieux, du serious game, et on verra quelques exemples tout à l'heure, mais on n'aura pas le temps de voir tous les modules. Mais on va vraiment utiliser des ressorts du jeu vidéo pour proposer ce tout premier positionnement sur les compétences de base. Et puis, toujours dans cette idée de valoriser les personnes, de leur redonner confiance,
on va proposer systématiquement un bilan bienveillant. On va appuyer là où ça fait du bien sur ce qui est maîtrisé, sur les compétences transversales qui ont été identifiées comme fortes. On va parler du potentiel de ces personnes dans cette idée de dédramatiser un petit peu d'éventuelles difficultés avec les compétences de base. Donc voilà quelques mots sur la plus-value de l'outil. On n'est pas le seul service numérique à proposer voilà, du diagnostic, du positionnement. Il existe d'autres solutions, des solutions privées qui sont accessibles voilà, via des achats de licences. Euh, Vous avez d'autres outils qui sont mis à disposition. Par exemple, je pense à un outil du Centre ressources illettrisme PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, on n'est pas les seuls à proposer du positionnement avec un outil numérique, mais on vous invite vraiment à découvrir le service EABA et à voir comment vous pouvez le mobiliser, pourquoi pas en complément d'autres outils que vous utilisez déjà par ailleurs, des outils papier, d'autres outils numériques, etc. Quelques mots sur les conditions de passation. EVA, c'est un outil accompagné. Ce n'est pas un outil qui a été conçu pour être proposé pour une passation en autonomie par les bénéficiaires. C'est un outil qui doit être prescrit, un diagnostic qui doit être prescrit par des professionnels qui accompagnent les personnes. Nous, on préconise fortement d'organiser les passations en présentiel pour plusieurs raisons. Déjà, ben, le biais principal, c'est vérifier que la personne qui passe l'évaluation, c'est bien la personne qu'on souhaite évaluer. Une passation à distance, voilà, quelqu'un peut se faire aider, peut demander à quelqu'un d'autre de réaliser la passation. Donc, vraiment, le présentiel va être un plus. Euh, D'autant que au moment de la passation, vous allez pouvoir, vous, professionnels, prendre des informations que l'outil numérique, lui, ne pourra pas collecter, sur de l'observation, sur le comportement des personnes face aux tests. On y reviendra, mais ce sont des choses importantes que vous pourrez collecter lors de passations en présentiel et que vous ne pourrez pas collecter sur une passation à distance. Vous pouvez envisager de proposer des passations en collectif si vous disposez du matériel nécessaire. Alors on le verra avec les témoignages tout à l'heure. Dans le cadre de la PJJ avec vos publics, on sera peut-être plutôt sur des passations en individuel, mais ce sera à vous de voir qu'est-ce qui sera le plus approprié. On peut utiliser EVA sur ordinateur ou sur tablette. À noter qu'il est nécessaire de disposer d'une sortie son, puisque les consignes, les questions, les propositions de réponse sont doublées à l'oral, et que pour profiter pleinement du service, vous avez besoin de cette sortie son, donc haut-parleur pour des passations en individuel, des casques ou des écouteurs pour des passations collectives. Je l'ai dit, il n'y a pas de compte bénéficiaire pour voilà, pour ceux qui réalisent les évaluations, donc on ne peut pas se déconnecter, se reconnecter et retrouver sa progression. Donc les parcours doivent être réalisés en une seule fois, d'une seule traite. Ça permet d'avoir des résultats pertinents, sans biais, et ça permet surtout de collecter l'ensemble du jeu de données qui va être nécessaire pour produire ces résultats. Donc prévoyez suffisamment de temps pour que la passation puisse être faite en entier, pour ne pas que les personnes soient pressées non plus par le temps. Et puis, autant, je le disais, on peut éventuellement envisager des passations en collectif, autant la restitution des résultats. Vous, en tant que professionnel, vous aurez accès aux résultats sur les compétences de base. Les bénéficiaires n'y auront pas accès directement. On est toujours sur cette idée d'outils accompagnés, outils prescrits. Donc les restitutions devront s'organiser en individuel, voilà, soit immédiatement, soit après un temps de prise de connaissance de ces résultats. Alors peut-être une petite pause pour répondre aux questions. Je regarde rapidement les questions qui sont posées. Donc pour répondre à Domenica, qui demande si l'outil peut être utilisé voilà, par un correspondant ou une correspondante insertion pour évaluer les besoins spécifiques des jeunes, adapter le plan de co-accompagnement avec les partenaires. C'est vraiment l'idée, en tout cas sur cette dimension maîtrise des compétences de base, éventuelle situation d'illettrisme, d'innumérisme. Voilà, vous pouvez mobiliser facilement, rapidement EVA pour avoir cette première photographie du niveau des personnes et du coup adapter, comme je le disais, bah, les objectifs pédagogiques, le contenu pédagogique que vous allez pouvoir proposer. Et c'est un outil voilà, qui permet, qui est déployé assez largement au sein des missions locales, par exemple. Donc, on a un même outil dans différentes
différentes structures qui peuvent se passer le relais dans l'accompagnement. Donc vous pouvez aussi éviter aux bénéficiaires de refaire plusieurs fois ces temps d'évaluation. Une fois que la personne a passé EVA, voilà, si ça se passe au sein d'une UEAJ, eh ben, elle repart avec sa restitution entre les mains et elle peut la confier à la mission locale qui prendra par exemple la suite de l'accompagnement. Alors sur les questions relatives au contenu, on va y répondre juste après. Voilà, sur la durée. Donc justement, on va regarder un petit peu en quoi consiste pardon, le parcours bénéficiaire. Alors quelques mots sur l'avant. Eva, c'est pas forcément le premier contact qu'il faut proposer avec quelqu'un. Bien sûr, voilà, nous on préconise qu'il y ait un entretien préalable avant une passation EVA, ne serait-ce que pour recueillir l'accord de la personne, motiver justement cette démarche de diagnostic, de positionnement des compétences, donner du sens et éventuellement lever les incertitudes, les réticences que les jeunes pourraient avoir quand on va leur proposer de positionner leurs compétences. Leur rappeler voilà, qu'il n'y a pas d'enjeu particulier avec Eva, on est sur une photographie à un instant T, mais ça ne met pas une étiquette définitive sur la personne. Ça permet aussi de montrer ce qu'on sait faire, de valoriser certaines compétences voilà, qui pourraient être un petit peu cachées ou un petit peu oubliées. Vous avez ici un certain nombre d'arguments pour justement donner du sens à cette démarche. Je l'ai dit, voilà, découvrir, redécouvrir ses propres compétences, gagner du temps, éviter des orientations qui ne seraient pas adaptées et éviter des échecs, des ruptures de contrat d'apprentissage, par exemple, augmenter ses chances de réussite en formation, de maintien dans l'emploi. Euh, voilà, je passe rapidement sur ces différents arguments que vous pouvez adapter, bien sûr, que vous pouvez compléter. Un des arguments qui était remonté du terrain, voilà, une professionnelle qui utilisait cet argument pour convaincre un petit peu de l'intérêt de se positionner avec Eva, c'est que de plus en plus, lors du recrutement, voilà, pour accéder à l'emploi, il y a des tests psychotechniques qui sont faits avec des outils numériques, des recrutements, des tests de recrutement en ligne. Et passer Eva, finalement, ben, pourquoi pas le voir comme un entraînement à passer justement des outils de recrutement en ligne. Là, on n'a pas voilà, le risque de ne pas accéder à l'emploi. Il y a moins d'enjeux et ça permet de s'entraîner. Donc, à vous de trouver l'argument qui va faire mouche et qui va permettre de convaincre de l'intérêt de cette démarche. Je le disais en introduction, dans Eva, vous avez vraiment ces deux volets évaluation et valorisation, mais vous avez aussi des granularités différentes en termes d'évaluation. Vous avez des parcours qui vont être plutôt sur du diagnostic, du repérage, ce qu'on appelle le prépositionnement pour l'instant dans EVA. On est sur ces modules qui sont construits autour de ressorts du jeu vidéo, très ludiques, rapides, où on va faire un premier, voilà, un tout premier bilan, un prépositionnement. Et puis, on a des modules plus avancés, des modules de positionnement qui viennent de notre outil, notre ancien outil Evacob, et qui là permettent d'approfondir vraiment bah, quelles compétences sont maîtrisées, quelles compétences sont à consolider, euh, voilà, quels objectifs pédagogiques se fixer pour, pour la suite, pour la remédiation qui sera proposée. En fonction de votre choix justement sur ces grands types de parcours, côté prépositionnement, vous allez avoir trois possibilités. Un parcours complet, environ 1 heure, 55 minutes. Alors, ce sont des durées moyennes hein, que je vais vous donner ici, mais environ 55 minutes sur compétences de base et compétences transversales. Vous avez à la fois l'évaluation et les éléments de valorisation. Et puis, vous pouvez scinder ce parcours complet en deux. Un parcours compétences de base, environ 25 minutes, et puis un parcours compétences transversales, environ 30 minutes. L'intérêt de proposer le parcours complet, si vous avez cette possibilité en termes de créneau temporel, c'est d'avoir tout au même endroit. On revient sur cette idée qu'il n'y a pas de compte bénéficiaire pour l'instant dans EVA. Donc, si vous faites une passation un jour sur le parcours compétences de base et puis le lendemain sur les compétences transversales, vous allez avoir deux fiches de restitution que vous devrez rapprocher vous-même. Si vous faites le parcours complet, vous aurez tout sur une seule fiche de restitution.
Voilà, c'est pas un grand frein, hein, rapprocher deux PDF avec les résultats compétences de base, les résultats compétences transversales, euh, c'est pas très compliqué, mais gardez en tête qu'il y a voilà, cette petite contrainte. Nous, on préconise vraiment le parcours complet et à minima le parcours compétences de base pour repérer les difficultés. Côté positionnement, pour l'instant, vous allez avoir uniquement le positionnement des compétences langagières. On est vraiment sur des parcours plus longs. Là, on est sur 30 minutes en moyenne sur ces parcours positionnement. Actuellement, dans EVA, vous avez les compétences langagières qui sont couvertes et on va mettre à disposition au tout début d'année prochaine le parcours compétences mathématiques et cognitives. Voilà, ça fait un an qu'on travaille sur la refonte de ce module. Donc d'ici janvier, tout début février, vous aurez le parcours compétences mathématiques qui sera disponible également. Et on sera aussi sur 20-30 minutes. Alors ça varie en fonction des personnes, mais normalement, c'est quand même fait pour que voilà, les personnes les plus en difficulté ne finissent pas avant toutes les autres, ne soient pas éjectées de la passation. On essaie de collecter un maximum d'informations et de leur proposer des items adaptés à leur niveau de maîtrise. Euh, donc vous voyez hein, la différence de durée et donc la différence de détails que vous allez obtenir entre les parcours prépositionnement et les parcours positionnement. Donc voilà, pour répondre aux différentes questions sur la durée, 25 minutes, on est vraiment sur du diagnostic, compétences de base. Prévoyez toujours un peu plus, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, 25 minutes de passation, mais voilà, 10 minutes avant, 10 minutes après, soyez suffisamment large. Euh, voilà, ne vous fixez pas forcément de bornes au début pour voir justement combien de temps prennent les jeunes à réaliser ces parcours. Euh, Vous avez bien sûr la question de la fatigue cognitive au bout d'une heure de passation. Voilà, on peut être aussi un peu fatigué à faire des tests numériques. Donc, il peut y avoir cet intérêt aussi à scinder les parcours, faire compétences de base à un moment, compétences transversales à un autre moment. Si vous constatez que les jeunes ont des difficultés à se concentrer au-delà d'une demi-heure, voilà, ça peut être une solution. Et puis, vous avez des modules qui sont optionnels, que vous pourrez ajouter ou non. On va les voir rapidement juste après. Tout dépendra du niveau, encore une fois, de détail dont vous allez avoir besoin. Alors, pour varier un petit peu euh, les modalités de ce webinaire, ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer à écouter ce que je vais vous raconter, mais de vous connecter directement sur l'outil. Donc, vous pouvez basculer sur une fenêtre de navigateur. Donc, le service EVA est accessible via un navigateur Internet, Firefox, Microsoft Edge, Chrome. Voilà, il n'y a pas de contrainte, ce n'est pas un service gourmand en termes de ressources. Vous allez pouvoir vous connecter donc à l'adresse eva.beta.gouv.fr/jeu et vous allez accéder à l'interface de passation euh, sur lequel on va vous demander donc à la fois votre nom et prénom. Vous pouvez renseigner ce que vous voulez. Et puis un code campagne. Et le code campagne, donc c'est ce qui est affiché ici, démo C 2024. Je vais mettre ces informations dans la conversation. Et puis on va aller voir un petit peu à quoi ressemblent euh, ces, euh, ces modules d'évaluation qu'on propose dans EVA. Voilà, donc je vous mets dans l'onglet Conversation les... Hop, si je retrouve l'onglet Conversation, il est ici. Voilà, donc eva.beta.gouv.fr/jeu. Et le code campagne, on va être donc sur un démo C 2024. Je vais vous partager mon navigateur et on va aller voir ensemble à quoi ça ressemble. Alors déjà, si vous tapez dans un navigateur eva.beta.gouv.fr, seul, sans rien derrière, vous allez arriver sur le site de l'outil. N'hésitez pas à aller l'explorer. Vous avez des ressources intéressantes, des témoignages d'utilisateurs. Si vous avez des collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, vous pouvez leur proposer de s'inscrire à une présentation publique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'outil. Et puis si je rajoute slash jeu, que j'utilise voilà, un des boutons en haut à droite du site, je vais accéder à l'interface bénéficiaire.
Et c'est ici que je vais pouvoir enseigner mon code campagne. Donc j'ai fait une sélection pour les besoins du webinaire d'aujourd'hui. On ne va pas voir tous les modules et ce n'est pas un modèle de campagne que vous pourrez créer vous-même. Là, on est vraiment sur une campagne un petit peu démo euh, pour que je puisse vous présenter les voilà, différents axes un petit peu de ce parcours bénéficiaire. Alors, vous pouvez couper le son de l'outil. Voilà, dans les fenêtres d'onglet, ici, vous avez en général le petit haut-parleur pour désactiver le son, puisque, comme je le disais, les consignes, les questions, les propositions de réponse sont doublées à l'oral. Donc, ça va faire beaucoup si vous avez ma voix plus le doublage des modules. Pour commencer, je voulais vous montrer, voilà, plan de la ville. On est sur un des modules optionnels que vous pouvez ajouter ou non et qui permet de tester très rapidement la maîtrise des compétences numériques qui seront nécessaires pour réaliser les modules ensuite dans EVA. Donc on va vraiment tester la base de la base des compétences numériques. On va utiliser aussi ce module pour faire un petit peu une sorte de tutoriel et expliquer ben, l'interface, les boutons de lecture des consignes. Et puis après, on va tester voilà, le clic, par exemple, cliquer ici sur la maison, le glisser-déposer, la saisie au clavier, ce qui va vraiment être demandé ensuite pour réaliser les tests. On teste aussi les flèches du clavier. Euh, le module va s'adapter en fonction du matériel utilisé. Sur tablette, ben, on ne sera pas sur les flèches du clavier, on sera sur des boutons et ce sera du tactile. Et puis voilà, cette dimension vraiment tutoriel qui explique un petit peu comment ça va se passer après. On est sur un module très rapide, moins de 5 minutes. On n'a pas l'ambition de tester en profondeur la maîtrise des compétences numériques. Pix, le service Pix fait ça très bien. On travaille avec eux justement pour essayer d'articuler les services EVA et Pix. Mais on renvoie systématiquement vers l'outil Pix si vous voulez approfondir l'évaluation des compétences numériques. Donc je suis sorti du bâtiment plan de la ville et je vais rentrer dans le bâtiment maintenance. Donc maintenance, c'est le premier bâtiment, le premier jeu qui va être dédié à l'évaluation des compétences de base. Donc je clique sur maintenance et ici je vais devoir enfin, faire une tâche de décision lexicale. En fait, il va y avoir des mots qui vont s'afficher sur le robot. Le robot doit apprendre à parler français et il va afficher des mots et à moi de dire si le mot qui s'affiche est un mot qui existe, un mot français, ou un mot inventé, un pseudo-mot. Je vais utiliser pour ça les touches du clavier ou des boutons donc, tactiles si je suis sur tablette. Et flèche gauche pour dire le mot est un mot français, jamais, voilà, c'est un mot français. Menthol également, profondément. Et en fonction voilà, des réponses que je vais apporter, justes ou fausses, en fonction de la vitesse de réponse, on va avoir une première brique sur la maîtrise du vocabulaire en français, donc des compétences langagières. Ici, tilure, voilà, c'est pas un mot qui existe vraiment, c'est un pseudo-mot, cabial aussi, euh, et puis pour mignette également. Dans plusieurs modules, vous allez avoir une sorte de phase d'entraînement où on va présenter un petit peu les interactions, comment ça va se passer sur ce test en particulier. Donc là, tout ce qui vient de se passer n'est pas pris en compte, les 6 premiers mots qui s'affichent. Et par contre, à partir de maintenant, je vais lancer vraiment le test en lui-même et je serai évalué sur ma maîtrise de ces compétences. Pour toutes les situations, j'ai la possibilité d'arrêter. Si j'ai un blocage, si vous constatez aussi pendant la passation que un bénéficiaire a un blocage sur un des modules, n'hésitez pas à lui suggérer de passer à la suite. Mieux vaut perdre un petit peu de données sur certains euh, blocs, certains modules, que de maintenir les personnes en échec. Donc vous avez toujours cette possibilité d'arrêter la situation. Le bâtiment suivant, donc je quitte maintenance, on va être sur les compétences transversales. Donc c'est un des modules compétences transversales. Encore une fois, je ne vous ai pas mis tous les modules, ce serait trop long pour le webinaire de ce matin. Sécurité,
on va devoir identifier des dangers et les qualifier. On est vraiment sur ce bloc de compétences transversales, attention à l'environnement, vigilance, identification des dangers. Donc là, par exemple, on peut constater qu'il y a une situation un peu dangereuse. La passagère ici n'a pas sa ceinture de sécurité, donc je vais cliquer sur la zone globalement où je pense que la ceinture devrait être mise. J'estime qu'il y a un danger et ensuite je vais devoir le qualifier. Est-ce que c'est parce que la ceinture de la passagère n'est pas attachée? Oui. Et je valide. Là, on était sur l'entraînement, hein, comme pour maintenance, vous aviez cette image d'entraînement. Et puis, on passe vraiment au test, où là, on est sur cette scène de travaux publics, dans laquelle on va devoir identifier 5 dangers qui sont représentés par les panneaux. Attention, voilà, en haut à droite de l'écran. Je vous laisse regarder un petit peu si vous arrivez à identifier des dangers. Et de la même façon, on va devoir cliquer sur ces dangers. Je vois par exemple une bouche d'égout ici qui est ouverte. Ça me paraît un peu problématique. J'estime qu'il y a un danger. En effet, voilà, j'ai le petit smiley qui me dit que j'ai bien trouvé un des dangers. Je vais ensuite devoir le qualifier. Alors, ce n'est pas parce que le chien n'est pas tenu en laisse, il est bien tenu en laisse, mais c'est parce que la bouche d'égout est ouverte. Donc voilà pour ce module. Je vous laisserai découvrir voilà, les 5 autres dangers. Si on clique à un endroit où il n'y a pas de danger, bien sûr, l'outil va nous dire que non, non, on n'est pas sur un danger ici. Et puis, vous avez un petit module d'aide. Si vous constatez que la bénéficiaire, le bénéficiaire a des difficultés à trouver les 5 dangers, vous pouvez lui suggérer d'activer le module d'aide ici. Ça va modifier le comportement du pointeur de la souris. Euh, on va passer d'une souris qui restera tout le temps sous format flèche. Quand je passe sur un des dangers, là, une personne qui n'a pas son casque, par exemple, ben, mon pointeur reste toujours identique. Si j'active l'aide, eh bien, mon pointeur, voilà, va se modifier et va passer en une petite main quand je serai sur une zone cliquable. Donc voilà pour sécurité. Je vais quitter le bâtiment et puis on va passer à la suite. Avec objet trouvé, le dernier module qu'on va voir aujourd'hui, encore une fois, on en voit peu, mais parce qu'on est contraint un petit peu par le temps. Euh, voilà, on souhaitait laisser vraiment la parole après à des utilisateurs pour qu'ils nous fassent leur retour. Objet trouvé, on va être sur un autre module compétences de base, et là, on va être vraiment sur un jeu d'enquête. On a trouvé un téléphone perdu, et on va devoir naviguer dans le téléphone pour retrouver sa propriétaire et lui restituer le téléphone. Martin, Oui, Aude. Martin, excuse-moi, est-ce que vous pouvez reprendre justement peut-être les questions des collègues au niveau du question-réponse? Il y a quelques questions. Les tests sont toujours les mêmes, même les questions, les mêmes situations. Merci d'avance. Est-il possible de nous indiquer quel bâtiment correspond aux différents parcours? Bien sûr. Donc Euh, voilà, avant alors, d'entamer la deuxième explicitation. alors, pour répondre à la question, oui. Pour l'instant, on n'a pas de variation des mêmes modules. C'est quelque chose sur lequel on travaille pour le positionnement. Le positionnement tel qu'on le développe dans EVA, en particulier le parcours numératie, compétences mathématiques qu'on va mettre à disposition en tout début d'année. On a mis en place les mécaniques qui permettront de créer des variations d'un même parcours et donc faire du test-retest sans avoir exactement le même contexte et les mêmes questions. On testera exactement la même chose avec le même nombre d'items, mais on aura des variations. Pour l'instant, tout ce qu'on va proposer dans EVA sera toujours la même chose à chaque fois qu'on lancera une passation. En particulier sur la partie diagnostic, donc ce qu'on est en train de regarder, puisque je ne vous ai pas proposé là de découvrir les modules positionnement, mais on va avoir toujours la même chose qui sera proposée. Ce n'est pas un outil qui est conçu enfin, voilà, en particulier sur le volet diagnostic, pour être proposé plusieurs fois. L'idée, c'est plutôt d'éviter que les personnes fassent plusieurs temps de positionnement, de bilan, raccourcir un peu ces sas d'évaluation voilà, qui peuvent prendre du temps et qui peuvent un peu décourager aussi les bénéficiaires. Donc pour l'instant, ce qu'on propose sera toujours la même chose sur le parcours diagnostic. Sur le parcours positionnement avancé, là, on va commencer à travailler, particulièrement en 2025, sur des variations d'un même parcours.
mais pour l'instant, ce sera toujours la même chose. Sur la question des bâtiments, on pourra regarder tout à l'heure un petit peu à quoi correspondent chaque bâtiment, mais dans l'interface professionnelle, quand vous créez une campagne, vous allez avoir voilà, un petit rappel de quel bâtiment correspond à quel type de compétences évaluées. Alors, sur la question du temps, donc on y avait répondu. Toujours prévoir voilà, suffisamment large, même si vous faites le parcours complet qui est censé durer 1 heure. Voilà, pour une personne très en difficulté, si elle veut faire une pause, par exemple, entre deux bâtiments, euh, ou si elle prend beaucoup de temps, qu'elle est très soigneuse, qu'elle veut vraiment répondre bien, mais ça peut prendre plus de temps. Prévoyez toujours d'être large en termes de créneau temporel. Pour revenir sur objet trouvé, donc voilà, là, on est sur un module plus complet sur l'évaluation des compétences de base. On va tester les compétences langagières, on va tester les compétences mathématiques, mais on va toujours être dans cette idée de jeu. Euh, voilà, pour celles et ceux qui jouent parfois sur téléphone, vous avez assez régulièrement des jeux d'enquête où on trouve un petit calepin, où on trouve un téléphone, et on va devoir récolter des indices et résoudre une énigme. Alors là, voilà, c'est pas une énigme policière, c'est simplement restituer son téléphone à notre collègue Sophie. Et pour ça, on va devoir prendre connaissance du planning, écouter des messages sur répondeur. Alors, c'est pas très RGPD compatible, mais voilà, on est sur un jeu. Euh, et ça va nous permettre, nous, d'avoir ces éléments d'évaluation des compétences de base. Donc, n'hésitez pas vraiment à tester les parcours avant de les proposer aux jeunes. On rejoint un petit peu cette idée de bah, connaître quels bâtiments vont tester quoi, quels tests vont tester quoi. Euh, c'est mieux si vous avez fait une fois le parcours en entier et que vous pouvez voilà, donc être en compréhension avec les bénéficiaires, en empathie, parfois sur des modules qu'ils pourraient trouver trop longs, leur dire que si, ça se termine à un moment ou à un autre, que voilà, ça ne dure pas très longtemps, ça permet de valoriser telle compétence, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à réaliser les parcours vous-même. Voilà, une fois qu'on a terminé notre parcours, on va arriver au bâtiment résultat. Donc là, on ne va pas avoir de résultat puisque, encore une fois, c'était une sélection très rapide de quelques modules. Vous allez avoir donc pour les bénéficiaires comme restitution les 2 compétences transversales qui ont été identifiées comme les mieux maîtrisées. Et je vais repasser donc sur le partage de mon diaporama pour la suite. Voilà, si j'ai rien oublié, pour vous montrer justement à quoi ça ressemble ce potentiel qu'on présente aux bénéficiaires. C'est la seule chose qui sera présentée aux bénéficiaires. C'est vous qui aurez accès aux résultats détaillés sur les compétences de base et sur le reste des compétences aussi transversales qui pourraient avoir été moins maîtrisées. Donc voilà, quand on clique sur le bâtiment résultat, on va avoir cette fenêtre qui s'affiche. Et si on a eu des parcours compétences transversales qui ont été réalisées, vous aurez ce potentiel, ces 2 compétences transversales les mieux maîtrisées qui seront affichées. Si vous n'avez pas proposé les parcours compétences transversales, eh bien, c'est la fin de l'évaluation. En cliquant sur le bâtiment résultat, ça vous renvoie vers bah, le professionnel, la professionnelle qui accompagne le bénéficiaire. Alors, pour répondre à Céline, oui, la campagne démo C restera ouverte. Mais c'est pas forcément très intéressant de tester sur cette campagne, puisqu'encore une fois, il y a peu de modules. On va voir maintenant un petit peu comment prendre en main l'interface de gestion et comment créer des campagnes ou utiliser des campagnes qui existent où vous allez avoir l'intégralité des modules. Donc, vous pouvez utiliser des mots-C si vous le souhaitez, mais vous aurez accès juste après à d'autres campagnes qui là seront plus complètes et où vous pourrez tester l'outil en profondeur. Voilà pour le parcours bénéficiaire et on va passer justement au parcours prescripteur avant de donner la parole à nos témoins. Je vais essayer d'être assez rapide sur cette partie-là. Si vous voulez approfondir les choses, encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire à des sessions de présentation
public du service EVA. On a aussi une playlist de vidéos sur la chaîne YouTube de la NLCI où vous allez retrouver voilà, tout le pas à pas pour prendre en main le service EVA. Pour accéder à l'interface pro, toujours la même chose, eva.beta.gouv.fr, sauf que là, on est sur /pro, et ça vous permet d'accéder à la console de gestion. Euh, Vous pouvez créer des comptes, créer des structures si vous n'êtes pas enregistré encore sur Eva. Et puis, vous pouvez être réorienté si vous êtes un bénéficiaire perdu sur cet écran /pro. Vous pouvez renseigner un code campagne et lancer aussi la passation si vous êtes un bénéficiaire. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de prendre la main sur l'interface de gestion. On a vu un petit peu l'interface de passation, l'interface bénéficiaire. Maintenant, je vous propose de prendre la main sur l'interface de gestion. Et pour ça, on va aller se connecter donc, sur eva.beta.gouv.fr/pro. Donc à nouveau, je vais changer le partage euh, pour vous montrer hop, à quoi ressemble. Donc là, j'étais resté sur mon écran de fin. Je me déconnecte. Et donc, si je clique, hop, eva.beta.gouv.fr/pro, je vais arriver sur le portail de connexion qui va me permettre de me connecter soit avec un identifiant ProConnect. Si vous avez un identifiant ProConnect, vous pouvez vous connecter directement en passant par là. Vous pouvez bien sûr vous créer un compte. Ça se passe ici. Je n'ai pas encore de compte. S'inscrire. On va vous demander de rechercher votre structure, voir si elle est déjà enregistrée dans Eva. Si elle n'est pas enregistrée, vous pouvez la créer. Si elle existe, vous pouvez demander à vous y rattacher. Si je cherche par exemple la NLCI, voilà, je vais faire recherche par code postal ou par commune. Et il va me proposer voilà, tous les... alors oui, c'est 69003, pas 009. Voilà. Donc la NLCI ici, elle existe déjà, cette structure. Je vais pouvoir cliquer sur rejoindre. Je vais renseigner un petit formulaire pour la création de mon compte professionnel. Et puis je serai rattaché à la NLCI. Ça ne veut pas dire que j'aurai accès aux données de la structure. Il faudra pour ça que je sois autorisé à rejoindre la structure par la personne qui a créé cette structure. Et c'est le cas de figure où je ne trouve pas ma structure. Vous avez la possibilité de la créer ici. Et on a mis cette mise en garde, puisque quand vous créez une structure, vous allez par défaut être la personne responsable pour cette structure dans Eva. Vous allez avoir des permissions d'admin et vous allez pouvoir autoriser ou non les demandes de rattachement. Donc avant de créer votre structure, vérifiez en interne que c'est bien vous qui pourrez assumer ce rôle d'admin. Je vous propose de ne pas faire la démarche aujourd'hui pendant le webinaire, peut-être d'en discuter justement avec vos collègues, avec votre hiérarchie, pour voir si c'est bien vous qui pouvez créer cette structure et donc assumer le rôle d'admin, sachant que voilà, le rôle d'admin peut être partagé, peut être transféré. N'hésitez pas à nous contacter hein, si vous avez la moindre question, la moindre demande de support pour la prise en main d'Eva. Vous avez ici en bas à droite un petit module qui permet de converser en direct avec nous. On n'est pas sur un chatbot, on est vraiment sur un outil de messagerie instantanée. Donc vous pouvez écrire à l'équipe qui est derrière et qui pourra vous répondre. Pour aujourd'hui, je vous propose d'utiliser le compte de démonstration, le compte bac à sable. Vous allez avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités d'Eva, mais simplement ce compte voilà, est nettoyé très régulièrement, tous les jours. N'hésitez pas à cliquer partout, à naviguer dans cette interface, à découvrir le service via ce compte bac à sable. On va aller assez vite puisqu'on est voilà, contraint par le temps. On pourra revenir éventuellement un peu plus tard sur des éléments en fonction de vos questions. Sur le tableau de bord, vous allez avoir les dernières évaluations, vous allez avoir les dernières campagnes disponibles dans cette structure. En haut à droite, le petit encadré ici permet de vous positionner. Vous avez votre nom, votre adresse mail, la structure à laquelle vous êtes rattaché. Et la première chose à faire quand vous allez accéder à Eva, ici on a déjà des données, on a déjà des campagnes, déjà des évaluations. Vous retrouverez peut-être ici d'ailleurs dans la liste des dernières évaluations voilà, des passations qui ont été lancées par vous pendant ce webinaire. L'enregistrement se fait vraiment dès qu'on lance un parcours. Vous allez avoir un enregistrement au fil de l'eau.
La première chose à faire, je le disais, c'est de créer une campagne. Quand on n'a pas de campagne accessible, vous pouvez créer une campagne. Ça se passe via le menu campagne. Donc ici, bien sûr, il y en a tout un tas. On peut retrouver d'ailleurs des mots-C quelque part. Je peux rechercher voilà, par nom de campagne. Ben, il est ici. La démo campagne courte. Donc, j'ai été autorisé dans cette structure. Eh bien, je peux utiliser les différentes campagnes qui existent dans la structure. Si je ne suis pas autorisé, par contre, je ne vois pas tout ça, hein, bien sûr. Voilà, excusez-moi. Donc, pour créer une campagne, en haut à droite, vous avez ici un bouton Nouvelle campagne. C'est là que vous allez pouvoir choisir le type de programme, soit du prépositionnement, soit du positionnement. Une fois que j'ai sélectionné mon type de programme, je choisis le parcours. Est-ce que c'est le parcours complet? Juste le parcours compétences de base? Juste le parcours compétences transversales? Je vais pouvoir ajouter les options, donc le plan de la ville qu'on a vu, une possibilité d'auto-positionnement, que les bénéficiaires eux-mêmes se positionnent par rapport aux compétences qui seront testées ensuite. Et ça, c'est très intéressant puisque à la fin, vous obtenez à la fois la vision qu'ont les bénéficiaires de leurs compétences et ce que l'outil a effectivement mesuré. Et ça permet d'identifier, voilà, peut-être des manques de confiance sur certaines compétences ou trop de confiance sur d'autres compétences. C'est vraiment un outil de discussion intéressant. Donc l'auto-positionnement. Vous allez avoir la possibilité de collecter aussi de la production écrite dans un des modules compétences de base. Et là, c'est vraiment vous qui composez un petit peu à la carte votre parcours, sachant que vous ne pouvez pas faire comme j'ai fait là avec des mots C, vous ne pouvez pas choisir un bâtiment compétences transversales, un bâtiment compétences de base. Vous aurez forcément les trois bâtiments compétences de base ensemble, les cinq bâtiments compétences transversales ensemble. Vous ne pouvez pas vraiment choisir bâtiment par bâtiment. Et une fois que j'ai voilà, sélectionné mon parcours, je vais devoir lui donner un nom. Très important de se poser la question comment je nomme mes campagnes. On est sur le même principe qu'avec une arborescence de fichiers. Le nom des dossiers est important pour bien retrouver ces fichiers. Donc, la campagne, c'est un petit peu le dossier dans lequel vont se ranger les fichiers, les fiches évaluation à chaque lancement d'une passation. Voilà, il y a une fiche résultat qui est créée. Et c'est grâce à ce libellé que vous allez pouvoir organiser votre activité dans EVA. Ce sont vraiment les noms de campagne qui permettront après de filtrer, faire des recherches, retrouver facilement vos évaluations. Quand je vais valider, ici, si je clique sur créer la campagne, donc n'hésitez pas, encore une fois, vous pouvez créer une campagne, on est sur l'interface bac à sable, mais quand je clique sur valider, je vais accéder à la fiche campagne, c'est pas ici, pardon. Je vous montre ça tout de suite. Je choisis une campagne où il y a tout dedans pour répondre à la question de tout à l'heure. Quand je valide la création d'une campagne, j'arrive sur une page voilà, qui ressemble à celle-là. C'est là que je vais retrouver mon code campagne, une adresse URL qui me permettra de me connecter, mais sans avoir à saisir de code campagne. Et puis le détail après des différents modules que j'ai sélectionnés et qui composent cette campagne. Donc vous avez ici, pour répondre à la question sur quel bâtiment teste quoi, vous avez voilà, un petit récapitulatif. Le module inventaire va tester les compétences transversales, en particulier la méthode, l'organisation du travail, sécurité. Voilà, on est sur les compétences transversales, on est sur capacité d'attention, de vigilance, etc. Vous avez vraiment le détail qui s'affiche ici. Si vous avez ajouté des options, vous les verrez. Voilà, l'autopositionnement, par exemple, est ajouté ici, l'exercice de rédaction sur livraison. Donc ça, c'est votre fiche campagne. C'est par là que vous allez pouvoir accéder à toutes les évaluations réalisées dans le cadre de cette campagne. En haut à droite, ici, vous allez avoir les 742 évaluations qui sont réalisées dans le cadre de cette campagne. C'est une campagne démo, donc qui est très utilisée. Il doit y en avoir seulement 4 ou 5 qui sont terminées, par contre, des évaluations. Mais en cliquant ici, vous allez accéder à toutes les évaluations réalisées dans cette campagne. Vous pouvez aussi accéder aux évaluations en passant par le menu évaluation, en filtrant, donc par nom de campagne, par date, par responsable de suivi. On verra juste après à quoi ça correspond. Et puis vous avez la possibilité de n'afficher que les évaluations pour lesquelles on a identifié des difficultés également.
Alors, pour répondre à Agnès qui me demande comment on peut changer de structure quand on a fait une demande de rattachement, mais pas à la bonne structure, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter via le petit utilitaire ici, CRISP, qui permet d'échanger en direct avec l'équipe du support. Vous pouvez aussi nous envoyer un message, un courriel, eva.anlci.gouv.fr. Vous aurez donc le contact en fin du diaporama. Donc voilà, pour toutes les questions un peu d'administration, de gestion des comptes, des structures, n'hésitez pas à nous contacter directement puisque vous n'avez pas forcément la main pour faire voilà, toutes les manipulations nécessaires. Et pour répondre à Astrid, en effet, on peut abandonner le rôle d'administrateur à un collègue qui a été autorisé auparavant dans la structure. On peut le partager aussi, ce rôle d'administrateur. Et là aussi, n'hésitez pas à nous contacter directement. Voilà, c'est Clémence qui est chargée du support utilisateur dans l'équipe EVA et elle pourra vous répondre rapidement et vous aider à résoudre toutes les situations de blocage. On va aller regarder quelques restitutions et puis je laisserai la parole après à nos invités, à nos témoins pour qu'ils nous fassent part un petit peu de leur usage de l'outil EVA. Je peux chercher ici par nom. Donc je vais chercher Suzanne Tanguy et on va aller regarder sa restitution. Voilà, donc quand je clique sur le nom, je vais pouvoir accéder à sa fiche de résultats qui se présente de cette façon. Donc là, déjà, vous constatez qu'il y a un petit chapeau, des petites lunettes. Ça veut dire que cette restitution est anonymisée. Au bout d'un certain temps, on va anonymiser systématiquement et automatiquement toutes les restitutions. On n'est pas intéressé par les données personnelles à la NLCI. On va conserver les données sociodémographiques, parce que ça nous permet de faire des statistiques en lien avec les résultats, les données de résultats. Mais tout ce qui est données personnelles, voilà, on est sur de l'anonymisation systématique. Donc pensez aussi à sauvegarder vos restitutions avant qu'elles soient anonymisées. Ça vous permettra de garder une trace. On a la campagne dans le cadre de laquelle cette passation a été réalisée. On a ici une question qui est, est-ce que vous avez pu proposer une solution adaptée à cette personne? On a repéré des difficultés avec les compétences de base. Est-ce que vous avez pu lui proposer une solution? Si oui, laquelle? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui a bloqué? N'hésitez pas à compléter cette question. Nous, ça nous donne des informations précieuses sur voilà, les ressources disponibles sur le territoire, les besoins éventuels. Donc voilà, n'hésitez pas à renseigner cette partie de la restitution. Et puis en dessous, on va avoir un rappel sur le contenu du parcours. Là, on était sur un parcours complet, compétences de base et compétences transversales. On va avoir une restitution des données sociodémographiques qu'on collecte. Systématiquement, quel que soit le parcours, vous allez avoir 6 questions qui sont les questions qui s'affichent ici et qui sont posées. Alors, vous pouvez choisir de ne pas y répondre en quittant le bâtiment, mais voilà, ça, ce sont des données qui nous intéressent pour avoir un petit peu des profils voilà, des typologies de publics qui seraient en difficulté avec les compétences de base. On a d'autres questions. Alors là, on est sur le volet optionnel qui va avec l'autopositionnement. J'ai dit autopositionnement, c'est un module que vous pouvez ajouter ou non. Et avec cet autopositionnement, vous avez aussi quelques questions sur le rapport au numérique. Est-ce qu'il y a des problèmes de vue, des problèmes d'audition, des troubles, des TSLA qui seraient diagnostiqués? Sans rentrer dans le détail des troubles, hein, nous, on a juste besoin de ces informations-là pour alerter et expliquer peut-être parfois certains résultats. Vous avez en dessous l'autopositionnement, donc c'est vraiment la vision du bénéficiaire sur ses propres compétences. Ici, on avait le petit module prise en main qui avait été proposé. Donc, on a un petit encadré sur la maîtrise des fondamentaux de l'informatique. Encore une fois, on n'est pas sur du test à proprement parler. On vous renvoie plutôt vers Pix pour les tests des compétences numériques. Mais c'est un module qui permet d'identifier s'il y a un frein, si l'outil numérique est adapté. Voilà, si vous constatez des difficultés avec le bâtiment prise en main, c'est que peut-être voilà, un outil numérique ne sera pas adapté. Ensuite, on va avoir la restitution sur les compétences transversales. Vous avez 5 blocs de compétences transversales. Vous allez avoir la barre ici en bleu qui montre voilà, le niveau de réussite assez différent
tests qui vont tester ce bloc de compétences-là. Vous allez avoir un détail de définition sur ce bloc de compétences et puis un lien qui vous renvoie donc vers un texte un peu plus détaillé pour rentrer dans le détail sur ce bloc de compétences transversales et puis la liste des métiers dans lesquels cette compétence-là est recherchée. En fonction de la branche, voilà, vous allez pouvoir avoir différentes propositions de métiers. Alors, on n'est pas un outil d'orientation, on n'est pas un outil de prescription. Ici, on va vraiment être plutôt sur de l'outillage pour la discussion, la construction de projets, mais pas du tout, encore une fois, sur de la prescription ou de l'orientation. Donc voilà, ça c'était attention, concentration. Si je vais voir par exemple vitesse d'exécution, j'ai une autre liste. Alors il y a des croisements, hein, bien sûr, mais une liste qui sera en lien avec le bloc de compétences transversales. Et si je clique sur un des liens ici en gras et souligné, je vais être renvoyé vers le répertoire ROM pour aller creuser un petit peu plus ce métier en question. Toujours dans cette idée, voilà, de travailler le projet et de se dire, ben, on a déjà un tout petit bloc de compétences qui est nécessaire pour faire ce métier. Donc voilà pour la partie compétences transversales, je le disais en introduction, c'est vraiment pour valoriser les personnes, leur redonner confiance. Et puis pour terminer, on passe sur les compétences en français et mathématiques. Ici, on a repéré des difficultés, formation vivement recommandée. On a un niveau en effet en français qui indique des difficultés. On est sur du pré A1. Mathématiques, voilà, quelques difficultés également. On est sur du X1. Vous allez avoir différents profils qui sont proposés sur le volet diagnostic, à la fois des profils en lien avec les référentiels européens, voilà, référentiel de langue étrangère pour plutôt des situations de français langue étrangère. Mais vous allez avoir la correspondance avec l'échelle de la NLCI, donc les profils 1 à 4, degré 1 et 2 de compétences de base, et la non-maîtrise de ces degrés 1 et 2 de compétences de base font qu'on est réputé en situation d'illettrisme ou d'innumérisme. Une fois qu'on a acquis les compétences de base de degré 2, on est en train d'acquérir les compétences de base de degré 3, on est sorti de l'illettrisme, on passe sur un degré 3. Degré 1, degré 2, on est vraiment sur des difficultés sévères, des situations d'illettrisme ou d'innumérisme. Degré 3, on a des compétences à consolider, mais on est sorti voilà, des difficultés les plus sévères. Degré 4, on est sur une maîtrise des bases. Donc en fonction de la personne, plutôt les profils européens, pour du français langue étrangère, plutôt les profils ANLCI pour des personnes de langue française scolarisées en France, euh, et pour les mathématiques au choix, selon vos besoins. Vous allez avoir aussi la production écrite qu'on a pu collecter. Ce n'est pas quelque chose qu'on va analyser automatiquement. On est vraiment sur voilà, de la production pure, on collecte cette production et c'est vous qui allez pouvoir utiliser les outils d'analyse qu'on met à disposition pour exploiter cette production écrite. Si vous voulez en savoir plus sur les référentiels, vous avez un lien ici. Et puis vous avez toutes les ressources mises à disposition par la NLCI sur justement cette échelle, les compétences de base de degré 1, 2, 3 et 4, les situations d'illettrisme, d'innumérisme et les solutions aussi à proposer, la posture, le discours, des ressources pédagogiques également sur le site de l'agence. Euh, voilà, la NLCI a vraiment des ressources à mettre à disposition ou des contacts aussi à vous faire passer pour trouver des solutions adaptées. Donc ces éléments, vous pouvez les exporter en PDF en cliquant ici et vous allez retrouver ce qu'on vient de voir, mais sous format PDF. À noter que on s'adresse directement aux personnes. Donc n'hésitez pas, hein, si la personne est d'accord, à lui confier cette restitution. Ça peut être un document qu'il l'emporte avec lui pour la suite de son accompagnement, qui va l'aider à construire voilà, un CV, par exemple, à mieux parler de ses compétences. Donc vous pouvez tout à fait envisager de confier aux bénéficiaires leur restitution. Donc voilà pour cette présentation de l'outil EVA. Ce que je vous propose pour la suite, c'est de donner la parole à des consoeurs, des confrères, des consoeurs qui ont accepté de participer aujourd'hui et de témoigner.
Je vous propose d'accueillir Bérénice Guéhen-Guédy, qui nous a rejoint. Bonjour Bérénice. Bonjour, bonjour à tous. Je vais arrêter mon partage. Merci beaucoup de participer à ce webinaire. Merci pour votre disponibilité. Peut-être en quelques mots vous présenter pour Oui, bien commencer. sûr. Donc, je suis Bérénice Guélen-Guédy, je suis responsable de l'UAJ de Saint-Jean-le-Blanc, donc, qui est située à côté d'Orléans, la direction territoriale Centre-Orléans de la DIR Grand Centre. Et donc, nous, on utilise l'outil vraiment depuis septembre. On l'a découvert au printemps 2024 et on l'a intégré complètement là, à notre prise en charge, à l'accueil des jeunes. Depuis septembre. Voilà. Donc, on a fait quelques positionnements. On n'avait pas participé à différents webinaires que vous pouviez proposer. Donc, aujourd'hui, ça vient compléter un petit peu notre, euh, notre connaissance de Mhm. l'outil. On va pouvoir, je pense, perfectionner le positionnement qu'on proposait aux jeunes depuis septembre. Mais en tout cas, voilà, c'est un outil, nous, qui est très utile. Il vient compléter d'autres outils. Il permet, alors c'est vrai que sur le parcours des jeunes, c'est pas toujours très clair quand ils sont pris en charge de nos unités. C'est pas évident de savoir où ils s'en sont arrêtés, quelles compétences ont été acquises ou non. Donc ça vient vraiment mettre en lumière à un instant T où ils en sont. Et D'accord. derrière, ça permet de pouvoir travailler avec eux, discuter. On utilise beaucoup les fiches métiers par lesquelles peuvent renvoyer, enfin, voilà, les compétences. Donc voilà, c'est un outil qu'on découvre, qu'on apprécie, qu'on continue d'utiliser. Nous, on a Peut-être. fait le choix. Pardon, vous vouliez dire quelque Non, chose? juste pour rentrer dans le détail un petit peu Oui. sur comment vous le mobilisez, comment vous l'avez déployé justement dans votre UEAJ, à quel moment, voilà, comment vous proposez les passations aux jeunes, est-ce que Ouais. c'est collectif, plus sur vraiment comment vous le J'allais y mobilisez? venir. Super. Donc, on essaie de leur proposer le positionnement assez vite, euh, avant même la rédaction pour les professionnels de la PJJ, vont comprendre du DIPC. Et on a fait le choix de l'individuel sur la passation. On a la chance à l'UAJ, nous, d'avoir une psychologue. Donc, on a décidé que le test se passerait avec la psychologue dans son bureau. Voilà, sur un temps calme, on bloque 2 heures. Alors souvent, il n'y a pas forcément besoin des 2 heures, mais en tout cas, 2 heures sont bloquées. On était parti sur le positionnement complet, enfin pré-positionnement complet. Et vous voyez là, bon, on découvre, je pense qu'on va pouvoir peut-être plutôt le faire en 2 fois, parce que c'est vrai que ça peut être long pour nos jeunes. Ça permettait aussi bon, voilà, de le faire avec la psychologue, d'aussi rencontrer la psychologue dans un autre contexte que celui qu'ils imaginent. Maintenant, c'est quelque chose qui va être aussi déployé avec le reste de l'équipe, avec l'ensemble des professionnels de l'UAJ. Mais en tout cas, on restera sur de l'individuel pour que les jeunes puissent se concentrer et qu'ils ne soient pas perturbés les uns par les autres voilà, sur la passation. Donc, on restera sur de l'individuel. Et ensuite, il y a une restitution qui est faite immédiatement avec le jeune. Voilà. Aurélie, il y avait une question peut-être? Oui, Bérénice, il y a des questions. Bonjour déjà. Bonjour. Il y a des questions au niveau du chat. Et donc, voilà, Astrid Boquet qui pose, en termes de statistiques, avez-vous un ordre d'idées des jeunes en situation d'illettrisme que vous accompagnez à l'UAJ? Alors, pour l'instant, nous, on a un positionnement où il est indiqué une situation d'illettrisme. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, quand j'ai voulu compléter la raison, enfin, vous savez, la question, est-ce que on a pu faire quelque chose ou pas, il me manquait un élément de réponse, puisqu'en fait, ce jeune, il a passé le positionnement, puis nous ne l'avons plus revu. Donc, nous n'avons pas pu lui proposer. C'est aussi voilà, une particularité de notre public, c'est qu'on peut les avoir très peu de temps. Et donc, on n'a pas pu continuer, lui proposer quelque chose d'adapté suite à ces résultats. Et je n'avais pas ce petit onglet dans les choix proposés. D'accord. Ben, Voilà. on le rajoutera
Merci pour ce retour. Je vous en prie. Du coup, vous disiez voilà, que pour l'instant, vous n'avez qu'un seul bilan qui a révélé des difficultés. J'en profite pour dire que voilà, systématiser la passation de l'outil EVA a un intérêt qui est de ne pas stigmatiser justement les personnes en difficulté. Et même pour des personnes qui ne seraient pas en difficulté, vous avez toujours ces éléments de valorisation avec les compétences transversales. Et du coup, est-ce que vous pourrez nous dire, Bérénice, comment vous utilisez justement les éléments à disposition dans la restitution, voilà, cette partie compétences de base, compétences transversales, vous disiez la liste de métiers C'est ça, est alors utile. la liste de métiers sur les compétences transversales, sur les compétences de base, à l'UAJ, nous on propose la certification CLEA. Donc, je ne sais pas si on l'a vu enfin, je ne crois pas l'avoir vu tout à l'heure dans la présentation, mais en tout cas, sur la restitution de la passation, derrière, on a une indication sur le fait que le jeune peut être positionné ou non sur la certification CLEA. Donc, c'est aussi, nous, un argument qui nous est utile pour rassurer les jeunes et les encourager à s'engager sur la certification. En Après, effet. On- voilà, donc on utilise les résultats bah, dans leur ensemble, sur ce qu'on peut travailler avec eux, sur ce qui est déjà là. Ça les valorise quand même beaucoup. Ils se rendent compte que voilà, même s'il y a des choses à travailler, il y a quand même des choses qui existent, qui sont bien présentes et sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer. Oui, sur la partie restitution, on a pu voir, on était un peu pris par le temps, mais on n'a vu qu'une seule restitution avec Mm. une synthèse des difficultés repérées, Ouais. une formation recommandée. Mais en effet, quand on a une maîtrise des bases, on va afficher, voilà, c'est un peu un parti pris de notre part aussi pour pousser le certificat CLEA, mais certification CLEA possible, on est sur un niveau qui permettrait la maîtrise, pardon, la certification de ces compétences. On travaille aussi là avec le nouveau module dont je parlais sur le positionnement avancé des compétences mathématiques. On va proposer une correspondance là directement dans les résultats détaillés avec le degré 2 du certificat CLEA. Voilà, pour celles et ceux qui sont moins familières ou familiers avec le CLEA, il y a 7 domaines. Domaine 1 sur les compétences langagières, domaine 2 sur les compétences mathématiques, domaine 3 sur le numérique, etc. Après, on est sur des compétences transversales. Nous, on va couvrir, entre guillemets, le domaine 2 et le domaine 1, et on proposera cette correspondance par sous-domaine. Voilà, telle compétence, les opérations sont maîtrisées, la situation dans l'espace voilà, elle peut être consolidée, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on travaille aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît pertinent voilà, dans le cadre des UEAJ ou des autres structures de la PJJ, ce niveau de détail, de positionnement, cette question du test-retest aussi, on évoquait tout à l'heure différentes variations d'un même parcours. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces propositions que fait l'agence? Alors, oui, elles seront utiles. Nos jeunes ont parfois beaucoup de mal enfin, à prendre conscience des compétences qu'ils pourraient avoir acquis, euh, notamment sur les domaines de base, enfin les compétences de base. Donc, si on avait quelque chose d'un petit peu plus, euh, enfin, quelque chose qui se rapprocherait un peu plus de clé A, je sais que ça pourrait les rassurer, notamment pour les entretiens d'évaluation, pour la certification. Donc ça, évidemment, nous, à partir du moment où ça sera mis en place, ça sera quelque chose qu'on va utiliser. Et puis bah, derrière, oui, enfin, les données sont faciles à exploiter. Derrière, sur la restitution, c'est quand même assez facile à exploiter. C'est plutôt valorisant. Il n'y a rien de négatif quand on interprète les résultats avec les jeunes. Donc, non, pour nous, enfin voilà, là, je vais créer, je pense, d'autres campagnes. On va un peu plus pousser l'outil. Euh, je vous parlais tout à l'heure de passage avec la psychologue, c'est aussi puisqu'elle a un bureau seul, puisqu'ici les professionnels ont des bureaux partagés, donc c'était plus simple. Mais après, voilà, l'idée, c'est quand même que tous les professionnels s'en saisissent, quitte à utiliser le bureau de la psychologue quand elle n'est pas là, mais voilà, vraiment de la passation seule, de la restitution seule, et pourquoi pas découper la campagne pour que ça soit un petit peu moins long. Et ensuite, pour certains jeunes qui voilà, se verraient proposer la certification, les emmener bah, sur du positionnement un petit peu plus poussé en compétences langagières et mathématiques. Donc ça, pour nous, on va utiliser sans difficulté.
Peut-être avant de vous libérer, un petit mot sur la réception du service, à la fois auprès des jeunes. Vous parliez voilà, d'autres outils de positionnement. Est-ce qu'il y a une différence de réception, une différence d'adhésion notable ou pas? Et auprès de vos collègues aussi sur la prise en main technique, enfin voilà, arriver à mobiliser Eva, est-ce que vous avez rencontré des freins ou est-ce que ça s'est fait de façon assez fluide? Non, alors ça s'est fait de façon assez fluide. On l'a vraiment, voilà, on l'a découvert au printemps, on l'a intégré complètement en septembre. Et notamment, enfin, on l'intègre à nos documents institutionnels, ça fait partie de la prise en charge. Euh, les jeunes, bon, bah, c'est quelque chose qu'ils découvrent, donc il faut leur expliquer, qu'ils en voient l'intérêt. Après, bon, bah, enfin, voilà, ils vont toujours trouver un petit peu quelque chose à redire, mais une fois que, ils sont concentrés, ça demande quand même un effort de concentration assez important. Voilà, ils doivent se poser. C'est pour ça que je vous disais 1 heure des fois. Ça peut être long. Je pense qu'on découpera les compétences de base et compétences transversales, mais c'est assez ludique. Une fois qu'ils sont dedans, finalement, ils vont jusqu'au bout. Sur la fin, on a eu quelques jeunes, voilà, qui décrochent tout à la fin et bah, où du coup, on n'a pas de résultat sur l'ensemble du positionnement. Donc voilà, à mon avis, on va revoir cette modalité de passage. Après, tout le monde s'en saisit à l'UAJ. On a un professionnel qui est en ligne sur le webinaire, donc qui prendra l'outil aussi en main prochainement, je pense. Je vais me permettre une dernière question. Une Oui. collègue qui vous demande, bonjour madame, avez-vous pu communiquer sur l'utilisation de cet outil avec les milieux ouverts et foyers prescripteurs? Si c'est le cas, cette évaluation formalisée a-t-elle des incidences particulières en termes de co-construction du parcours d'insertion? Alors, communiquer, enfin oui et non. On n'a pas fait une communication élargie, alors avec la direction territoriale évidemment. Derrière, nous, ça vient, c'est une modalité de la prise en charge à l'UAJ. Donc, ça n'a pas d'impact. On fait une restitution. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, le jeune puisse passer le positionnement avant la rédaction du DIPC avec lui et sa famille et avant la première synthèse puisqu'en fait, l'ensemble des outils qu'on va utiliser pour évaluer un petit peu les compétences des jeunes, tout ça va faire l'objet d'une restitution pendant la première synthèse avec les services de milieu ouvert ou d'hébergement qui nous ont orienté les jeunes. Voilà un petit peu l'idée. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais je l'espère, merci. Merci. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous souhaitiez ajouter sur, voilà, sur le service EVA. Non, bah C'est- écoutez, si derrière on pouvait avoir des tests qui permettent de réévaluer sur le Mhm. même candidat, pourquoi pas, voilà, pour voir s'il y a une montée en compétences, ça pourrait être pas mal, mais voilà, pour l'instant c'est assez complet, il faut encore qu'on prenne l'outil complètement en main, et grâce au webinaire, ça va aider. Merci beaucoup, Bérénice. Je vous propose Merci. de regarder donc voilà, le deuxième témoignage avec Marianne Darchen que j'ai pu enregistrer la semaine dernière. Si vous êtes d'accord, Bérénice, pour rester peut-être juste s'il y a des questions entre-temps Oui, qui se posent, vu que pas de souci. voilà, Marianne ne sera pas là pour y répondre et que voilà, s'il y a des questions auxquelles vous pourriez apporter des réponses, je Hein, vais pas de souci. lancer le témoignage. Alors, il faut que je partage le son. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que c'est bon? Ça va démarrer, voilà, dans quelques secondes. Bonjour Marianne, Bonjour. merci beaucoup pour votre disponibilité. Peut-être déjà en quelques mots vous présenter pour les participantes et les participants au webinaire. Oui, donc je me présente, Marianne Darchen, je suis professeure technique culture et savoir de base à l'UAJ de Cours-Dimanche, située sur le Val d'Oise, euh, depuis maintenant 5 ans.
Alors peut-être en quelques mots, dans quel cadre vous en êtes venu à mobiliser le service EVA? Alors, au niveau de l'USJ, nous accueillons des jeunes qui sont souvent en rupture scolaire ou qui n'ont pas d'activité. Nous, notre objectif, c'est de les accueillir. Les UAJ sont en fait un SAS qui va remobiliser le jeune sur un emploi du temps à la semaine. Donc moi, en tant que professeur technique, culture et savoir de base, j'évalue le niveau scolaire des jeunes à leur arrivée à l'UAJ de manière à avoir une idée des compétences qui ont été acquises dans le cadre de leur scolarité et de voir quel est leur niveau, voir si leur niveau peut correspondre à leur choix professionnel ou scolaire. Et si ce n'est pas le cas, de travailler avec eux la montée en compétences pour pouvoir réaliser leur objectif. Donc, quand j'ai entendu parler du plan régional de lutte contre l'illettrisme, au début, je pensais que j'avais peut-être peu de jeunes qui étaient concernés par l'illettrisme. Et puis finalement, quand la NLCI nous a expliqué quel était vraiment le profil des jeunes touchés par l'illettrisme, à savoir qu'il s'agit de tous les jeunes qui n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir être autonomes dans leur démarche administrative sur le plan de la lecture et l'écriture et de la numération, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça correspondait à un fort pourcentage des jeunes conçus en UAJ. Et c'est là qu'on m'a présenté l'outil EVA. Mmh. Vous aviez d'autres outils avant, de mobiliser EVA? Oui, tout à fait. J'ai toujours d'ailleurs plusieurs outils avec des niveaux extrêmement différents. J'ai un outil pour plutôt évaluer les jeunes en sortie de troisième. J'en ai un autre qui est plutôt basé sur une sortie de cinquième et un vraiment beaucoup plus allégé pour les jeunes qui ont vraiment été déscolarisés très tôt. Et ensuite, j'ai d'autres outils pour les jeunes qui sont plutôt sur l'alphabétisation. C'est plutôt des outils papier que j'ai travaillé au tout début de ma prise de poste et que j'ai fait évaluer au fur et à mesure des années en fonction des besoins des jeunes déjà, en fonction de leur niveau et aussi par rapport au centre d'intérêt des jeunes, parce qu'il faut que ce soit des bilans d'évaluation, mais qui soient aussi des bilans formatifs. Il faut qu'on travaille sur des objets ou des médias qui ont du sens pour les jeunes. Donc j'essaye de toujours travailler des sujets d'actualité. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup sur le format papier et pas du tout sur le format numérique au niveau de l'évaluation. Et ça, c'est un plus? Alors c'est un vrai plus dans le sens où déjà depuis plusieurs années, on a quand même des jeunes qui sont très focalisés sur leur portable. Et j'ai envie de dire que le fait de retourner vers le papier-crayon, il y a quelque chose dans cette démarche de l'ordre qui est vraiment du scolaire. Or, c'est vrai qu'on a des jeunes qui sont en rupture avec la scolarité, pour la plupart, c'est pas le cas de tous, mais pour la plupart d'entre eux. Et on a vraiment des jeunes pour qui ils ne veulent absolument pas retourner vers un livre, vers un Mmh. support papier, rien que le fait de tenir un stylo. Alors qu'à côté de ça, quand on fait des choses, quand on fait un CV, une lettre de motivation sur l'ordinateur, là, il y a cette barrière qui tombe en fait. Donc le fait d'aller sur Luceva, d'avoir un logiciel déjà qui est très ludique, qui en plus sort complètement de la scolarité, on est complètement en dehors de Mmh. ça. On n'a pas ces barrières qui se lèvent avec des craintes de rater, pas rater, réussir, pas réussir, avoir une note, pas de note. Donc non, pour moi, c'est un vrai plus en fait, l'outil numérique. Donc c'est pas forcément le test de la maîtrise du français, des mathématiques que vous mettez en évidence pour les jeunes, c'est peut-être plus sur les compétences transversales? Alors déjà, moi, c'est vrai que je ne parle pas d'illettrisme avec les jeunes parce que pour eux, il y a une connotation vraiment extrêmement Mmh. stigmatisante. Pour eux, l'illettrisme, c'est vraiment les personnes qui ne savent absolument pas lire, absolument pas écrire. Et si jamais je leur parlais de ça, si j'utilisais ce terme-là, je les ferais fuir. Donc, c'est vraiment pas l'objectif. Moi, la manière dont je travaille les savoirs de base avec eux, c'est je pars du principe qu'ils sont sur une UAJ pour travailler un projet soit scolaire, soit professionnel, mais en tout cas quelque chose qui relève de la formation professionnelle. Et donc, je commence très souvent à travailler avec eux par le fait de
faire un premier bilan sur leur orientation, sur leur parcours et sur ce qu'ils souhaitent faire par la suite. Et ensuite, on fonctionne avec le système de l'entonnoir, c'est-à-dire s'ils ont envie de faire 5 métiers, 3 métiers, 2 métiers, ensuite on prépare des stages et on les envoie en stage pour qu'ils vérifient leur projet. L'avantage de l'outil EVA, c'est que tous les exercices, en fait, sont vraiment centrés sur, ça les met en situation professionnelle, avec un contexte environnemental qui est vraiment lié aux professionnels. Et même eux, lorsque ils font les différents exercices, que ce soit avec le tri en magasin ou la déclaration d'accident de la collègue, ils sont vraiment mis en situation professionnelle. Et donc, ce que je leur explique, c'est que ce sont leurs compétences professionnelles, leur capacité à se projeter dans un milieu professionnel et à réagir et interagir avec des collègues qui vont être évaluées, de manière à ce qu'on puisse ressortir leurs compétences transversales et à les valoriser par la suite pour pouvoir les mettre dans le CV, la lettre de motivation. Parce que très souvent, quand les jeunes, on leur fait faire un CV ou une lettre de motivation et qu'ils ont 16, 17 ans, le CV n'est pas très fourni parce qu'ils n'ont pas encore d'expérience, ce qui est normal. Donc, il faut vraiment qu'on mette vraiment le focus sur leurs atouts, sur leurs compétences. Et souvent, à 16-17 ans, on ne connaît pas ses compétences et ses atouts. Le fait qu'en plus, EVA les jeunes sont évalués par un logiciel, donc ça ne relève pas de l'évaluation humaine en tant que telle, il n'y a pas d'interprétation, ce n'est pas soumis à l'interprétation d'un professionnel qui est face à eux. Et donc, il y a quand même il y a une mise en confiance par rapport à ça. Quand le bilan ensuite sort par rapport aux résultats du jeune, moi, ce que je leur transmets, c'est la feuille qui affiche leurs compétences transversales. Donc, par exemple, là, si je prends un des derniers bilans que j'ai réalisé avec un jeune, ce qui ressort de ce bilan, c'est qu'il a des points forts en organisation et méthode. Il a des compétences assez élevées au niveau de la vitesse d'exécution et il a aussi des capacités importantes au niveau de l'attention et de la concentration. Moi, par exemple, c'est vrai que quand je fais mes bilans basés sur le socle commun des compétences, ce type de compétences-là, je ne vais pas forcément les voir, ou en tout cas, ce n'est pas ce qui va me sauter aux yeux. Donc ça, c'est clairement des compétences qu'on va valoriser dans le CV par la suite. Et sur la partie compétences de base, donc voilà, on a bien vu que cette partie de la restitution sur les compétences transversales, c'est un vrai levier pour redonner confiance et dédramatiser peut-être aussi à côté des difficultés qui seraient repérées. Mais sur la partie compétences de base, est-ce que ces éléments dans la restitution vous sont utiles? Le positionnement Oui. voilà, sur compétences langagières, compétences mathématiques? Oui, alors je vais rester sur l'exemple de ce jeune-là, donc le dernier test que j'ai fait. Donc, par exemple, pour ce jeune-là, au niveau du français, je suis arrivée à un niveau 3. Donc, on est plutôt sur un jeune qui a besoin de travailler ses compétences en français, que ce soit à l'oral, à l'écrit et au niveau de la lecture. Mais il y a quand même déjà des choses qui sont acquises. Moi, avant de connaître l'outil EVA, j'avais fait l'acquisition d'un coffret qui s'appelle Lettrice. Donc, c'est une méthode de formation pour les adultes et les jeunes adultes en situation d'illettrisme et qui fonctionne également avec les 4 niveaux qui rejoignent en fait l'outil EVA. Donc, quand un jeune est par exemple niveau 3 en français, je vais utiliser mes fichiers Lettrice, que ce soit au niveau de la lecture et de l'écriture, et je vais aller plus précisément sur les compétences sur lesquelles il a besoin de travailler. Donc, je ne pars pas de zéro, j'ai déjà le niveau qui est évalué, je sais d'où je dois reprendre avec le jeune, ce qui me permet en fait d'arriver assez rapidement sur ses besoins au niveau de la montée en compétences et sur les compétences qui lui restent à développer pour atteindre le niveau 4. Bah, merci beaucoup. Peut-être juste avant de vous libérer, est-ce qu'il y a des éléments un peu plus sur le déploiement pratique d'EVA que vous vouliez partager? Alors sur la partie technique, moi j'ai la chance d'avoir 3 ordinateurs avec une connexion avec un internet pédagogique qui fonctionne plutôt bien avec un bon débit. J'ai 3 ordinateurs avec des sorties classiques. J'ai également des casques quand je veux travailler plus en individuel.
Donc, j'ai pas trop de soucis de ce côté-là, mais c'est vrai qu'il faut déjà avoir ça sur place. Après, si je devais parler à mes collègues de cet outil, c'est qu'au début, je pensais que seuls les jeunes qui allaient être en situation d'illettrisme allaient être concernés par cet outil. Et en fait, je trouve qu'il est tellement bien fait, il est tellement ludique. Je pense qu'il faut vraiment aller le regarder, l'essayer soi-même. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait avant de le proposer aux jeunes. Je l'ai essayé moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement ludique que même en faisant le bilan de prépositionnement en une seule fois, finalement, ça allait très vite parce que ça a du sens avec le parcours des jeunes, ce n'est pas redondant, ça leur parle vraiment parce que à un moment, ils doivent utiliser le téléphone portable pour chercher quelque chose dans leur agenda. C'est vraiment les outils du quotidien qui sont créés au niveau de l'environnement numérique. Et donc, ce côté ludique casse vraiment le côté qui pourrait être trop scolaire d'un bilan papier. Finalement, par rapport à moi, les idées préconçues que j'avais de l'outil, je suis allée bien au-delà puisque maintenant, j'ai généralisé l'utilisation de l'outil à l'ensemble des jeunes que je suis sur l'UAJ. Voilà, donc ce qui ne m'empêche pas d'utiliser mes autres bilans pour d'autres choses. Mais du coup, celui-ci, je le fais passer maintenant à l'ensemble des jeunes, ne serait-ce que aussi pour l'estime de soi et pour les aider par la suite à créer leur CV et se projeter sur leur projet. Et Marianne, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Mais de rien, c'est avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Voilà, un grand merci encore à Marianne Darchen, donc professeure technique à l'UEAJ de Courdimanche. Quelques questions dans l'onglet questions-réponses et entre autres à Bérénice, si vous êtes toujours là, Marion demande comment êtes-vous devenu voilà, organisme certificateur CLEA en tant qu'UAJ. Est-ce que vous avez des éléments, alors peut-être rapidement, hein, parce que la démarche doit être longue, mais si vous avez des éléments sur comment devenir certificateur CLEA voilà, en tant qu'UAJ. Ah, ça coupe. Ah, vous êtes là, vous savez, Oui, ça a dû couper. ça a coupé, oui. Ça a Est-ce que coupé quelques secondes. Oui, allez-y. Je pense qu'on vous entend tous. Très bien. Alors, on n'est pas organisme certificateur, c'est un projet qui a été monté avec la région et avec l'ensemble des UAJ de la région, où on a un partenaire, le Greta, qui intervient, en tout cas, vient proposer la certification à l'UAJ. Donc, nous, on prépare les jeunes à cette certification, mais ce n'est pas l'UAJ qui fait passer Cléa. Super, merci pour cette réponse. Euh, une question aussi, est-ce qu'il est possible de transmettre votre contact à d'autres professeurs techniques si jamais ils ont des questions, peut-être sur le déploiement du service EVA, Mhm. comment vous avez fait de votre côté? Évidemment. Oui. Voilà, pour répondre à cette question également. Olivier demande s'il est plutôt judicieux de mettre en place EVA systématiquement plutôt que de manière ciblée. Alors voilà, j'ai essayé d'y répondre rapidement tout à l'heure, mais peut-être si vous souhaitez compléter. Nous, on pousse un petit peu la systématisation du service EVA parce que bah, déjà, ça nous permet d'avoir cette visibilité sur toute une cohorte voilà, de jeunes accueillis, sur l'ensemble des jeunes qui sont accueillis et bah, qui peuvent être en difficulté avec les compétences de base. Ça permet de ne pas s'y stigmatiser aussi si on ne propose EVA que aux personnes voilà, pour lesquelles on a un doute qu'il y a des difficultés. Et puis, dans tous les cas, même si on maîtrise bien les compétences de base, il y a cet apport des compétences transversales qui permet voilà, de discuter, de construire un projet, d'évoquer les expériences passées, etc. Oui, moi je vous rejoins. Alors, nous on a fait le choix là pour l'instant, on fait passer les tests aux jeunes qui arrivent, les jeunes qu'on avait déjà
à l'UAJ avant l'été, on ne sait pas. N'ont pas passé encore le positionnement, parce qu'il faut aussi que ça se mette en place, il faut trouver voilà, des créneaux, ça en individuel. Donc c'est vrai que pour l'instant, comme on était uniquement avec la psychologue qui n'est là que le mardi matin, bon bah voilà, il faut trouver des créneaux. Mais à terme, oui, enfin nous l'idée en tout cas, c'est que à partir de septembre, tous les jeunes qui sont accueillis enfin, utilisent l'outil EVA. Et donc, bah, à terme, forcément, tous les jeunes qu'on accompagnera. Ah, je pense que ça a à nouveau coupé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Aude? Je ne sais pas si ça coupe de mon Et, côté. avant de le déployer auprès des jeunes, chaque professionnel de l'unité a réalisé le test. Donc voilà, c'est aussi un moyen de prendre en main et voilà, les professionnels ont passé le test que passent les jeunes pour vraiment avoir une idée de ce qui est attendu. Donc voilà, moi je vous invite à le prendre en main aussi de cette façon, c'est très simple. Et je ne peux que abonder dans ce sens-là. C'est vraiment bien si vous-même, vous pouvez voilà, éprouver un petit peu le parcours avant de le proposer aux jeunes. Mm. Euh, il y avait une question d'Alexandre sur le matériel nécessaire. Donc oui, en effet, une sortie son, casque audio ou écouteur ou haut-parleur. Calculatrice, alors oui ou non, selon vos besoins, enfin voilà, le niveau de détail que vous souhaitez avoir. C'est vrai que les compétences mathématiques aujourd'hui, c'est un petit peu particulier d'interdire la calculatrice, vu que c'est vraiment un outil maintenant bah, absolument quotidien. On en a tous une sur téléphone. Alors vous disiez que certains jeunes n'ont pas accès à leur téléphone euh, justement pendant la passation. Papier, crayon, éventuellement calculatrice, si vous n'avez pas besoin d'évaluer le calcul mental, puisque voilà, c'est juste ça. La présence de la calculatrice ou son absence vont dire bah, est-ce que la personne peut réaliser les calculs ou est-ce qu'elle peut réaliser les calculs de façon mentale. Après, sur le reste du matériel, je pense que c'est à peu près tout. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'en profite pour le dire. Euh, Veillez à ce que les bénéficiaires soient dans des bonnes conditions pour réaliser les passations. La fiabilité des résultats sera toujours plus importante si la personne était bien installée en termes de confort, voilà, bien assise, qu'elle n'était pas sous la clim, qu'il n'y avait pas de reflet du soleil sur l'écran. C'est des choses peut-être auxquelles on ne pense pas forcément toujours, mais ça va impacter finalement les résultats, puisqu'on est sur un outil numérique. Alors voilà, c'est super le numérique, mais c'est parfois un peu bête, et ça va pas prendre en compte toutes ces conditions extérieures à l'outil qui pourraient impacter les résultats. Donc veillez à ce qu'il y ait les meilleures conditions possibles pour la passation. Après, en termes de matériel, on est une connexion Internet. Ça, c'est indispensable. C'est l'occasion pour moi aussi de dire qu'on a développé un mode hors ligne pour les 3 modules compétences de base. Si jamais vous avez des contraintes, je sais qu'avec voilà, ce sont des problèmes qui ont émergé quand on a discuté avec l'administration pénitentiaire pardon, pour déployer EVA voilà, en milieu fermé où là, on ne peut pas du tout introduire de connexion Internet ou d'outils connectés à Internet. Donc, on a développé un mode hors ligne qui permet de faire cette passation, au moins sans nécessité de connexion. Donc, si ça vous intéresse, vous avez la procédure hein, qui est sur notre site. Ce n'est pas une procédure triviale, mais elle fonctionne et ça peut dépanner parfois. Ça répond du coup à la question d'Elisa qui demande comment faire passer Eva en étant hors ligne. Donc j'insiste bien, on n'est que sur les 3 bâtiments, compétences de base, maintenance, livraison et objets trouvés. Ce sont les seuls enfin, que pour l'instant on peut passer en mode hors ligne. Il est nécessaire de se connecter au préalable pour télécharger en quelque sorte le parcours sur un ordinateur portable ou une tablette. La passation, elle, peut se faire en hors ligne et par contre, pour accéder aux résultats, récupérer les résultats, là, il faut se reconnecter. Donc, c'est vraiment que la passation qui est en hors ligne. Mais vous avez donc la procédure sur le site eva.beta.gouv.fr qui est détaillée vraiment pas à pas. Alors, je ne sais pas si
tu avais identifié d'autres questions. Alors, oui, j'étais en train de répondre à Madame Pono, Véronique, qui écrit pourquoi ne pas proposer une journée annuelle de découverte EVA directement dans nos pôles territoriaux de formation. Certains collègues n'aiment pas les visios et préféreraient un test et une appropriation de l'outil en direct. Bien, écoutez, comme voilà, je représente l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, je suis la responsable de l'unité d'appui à l'innovation pédagogique, mais mes collègues responsables, Madame Laurence Labroche, et puis Cécile Lalumière, directrice du service de la formation de l'école, je vais faire remonter cette demande qui nous semble plutôt pertinente et intéressante. Maintenant, voilà, on sait que d'autres outils, voilà, vous avez aussi énormément d'outils, mais c'était notre premier élément. Ce webinaire est une introduction et une sensibilisation pour vous faire connaître cet outil numérique. Et bien évidemment, voilà, je vais relayer de ce pas avec plaisir, puisque moi aussi, je travaille que sur les outils numériques, Pix, enfin, notre service. Entre autres, nous faisons les certifications pour les agents et donc tous les éléments de la transformation numérique au sein même du service public. Donc, de ce pas, je vais répondre et renvoyer cette demande à mes collègues supérieurs. Voilà. Et donc, vous aurez une réponse. Voilà celle que je peux vous apporter aujourd'hui. Oui, et bien sûr, nous restons aussi à disposition hein, si vous avez besoin. Je vois passer une question aussi sur comment nous contacter. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Alors, je vais en profiter pour vous repartager très rapidement mon navigateur et vous montrer quand vous allez sur le site eva.beta.gouv.fr. Vous allez avoir bien sûr nos contacts. Alors, bon, c'était pas un bon exemple, il n'est pas à jour. Le contact, c'est eva@anlci.gouv.fr. Si vous écrivez à contact, ça arrivera aussi, hein, on me le retransférera. Mais vous allez avoir aussi cet outil d'accompagnement d'aide au déploiement qui voilà, est ici et sur toutes les pages. C'est la petite bulle bleue en bas à droite de votre écran. Même quand vous n'êtes pas connecté à un compte, vous avez cette petite bulle bleue. On n'a pas de numéro de téléphone, mais là, on est sur de la messagerie instantanée, vraiment. Et si besoin, ben, voilà, vous pourrez voir avec Clémence ou avec l'autre personne de l'équipe qui répondra si, s'il est nécessaire d'échanger par téléphone. Donc eva@anlci.gouv.fr ou via l'outil CRISP ici. Je continue à balayer les questions qui sont posées. Euh, donc voilà, l'adresse mail, vous l'aurez sur le support de présentation. Pour l'intervention physique de la NLCI sur une journée consacrée à l'insertion. Voilà, je pense que Aude a répondu à ça. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous avons un ou une correspondant chargé de mission de la NLCI par région qui peut intervenir voilà, en direct pour tout ce qui concerne les problématiques d'illettrisme, d'numérisme, pourquoi pas sur le service EVA. Vous avez tout sur notre site anlci.gouv.fr et en particulier voilà, la liste de mes collègues en région qui pourront vous renseigner ou intervenir. Voilà, j'essaye de balayer toutes les questions qui restent. Il y avait une question, que se passe-t-il après la phase de positionnement? Alors, voilà, pour répondre à Myriam qui posait la question tout à l'heure, on a apporté des éléments de réponse, mais une fois que vous avez ce positionnement, ce premier niveau d'information sur est-ce qu'il y a des compétences à consolider, nous, on invite donc à creuser dans le détail quelles compétences vraiment doivent être travaillées, lesquelles par contre sont maîtrisées. Et après, bah, c'est une réponse qui a été apportée aussi dans l'onglet de conversation. Vous pouvez vous rapprocher de partenaires, comme c'est le cas à Saint-Jean-le-Blanc avec le Greta, mais voilà, vous avez des organismes de formation, des associations qui proposent justement de la remédiation, qui proposent de la formation aux compétences de base. Et là aussi, je vous invite à rentrer en contact soit avec mes collègues en région, qui sont bien au courant du tissu vraiment des structures locales sur la question des compétences de base. Vous pouvez contacter les centres ressources illettrisme aussi si vous avez un centre ressources sur votre territoire.
Vous avez un numéro vert qui permet de contacter les centres ressources illettrisme, donc Illettrisme Info Service. Et c'est voilà, avec mes collègues, avec les centres ressources illettrisme, que vous pourrez construire aussi une réponse adaptée à proposer. Agnès posait la question de faire la campagne en plusieurs fois avec les jeunes, donc voilà, je pense qu'on y a répondu. On peut scinder compétences de base, compétences transversales, on peut scinder les positionnements sur les compétences langagières, compétences mathématiques également. Et puis je pense qu'on a fait le tour des questions. Je suis désolé si on en a oublié. Je vois, il y avait d'autres, voilà, plutôt des contributions également qui ont été mises dans l'onglet questions-réponses. Bah, écoutez, je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Bérénice, pour votre disponibilité, pour vos réponses aux questions. Merci, Aude, Avec plaisir, merci. pour la Merci. co-animation voilà, du webinaire. Merci à l'ENPJJ pour voilà, avoir permis l'organisation de ce webinaire. Je Bah, c'est reste nous qui vous remercions pour justement la présentation de qualité. Voilà, on l'attendait depuis un petit moment, mais c'est fait. Donc voilà, et je remercie vraiment tous les collègues qui se sont connectés, qui vont faire le relais de cet outil utile pour les jeunes, voilà, avec tout ce que cela comporte en termes d'investigation et d'éléments concrets. Donc merci aussi à Bérénice et puis à la collègue qui a pu témoigner pour l'usage de cet outil. Et voilà, merci beaucoup, Martin. Merci à vous. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir, à Au bientôt, revoir. Au j'espère. revoir. Au revoir.